Bonsoir et bienvenue dans Mystère Talk Show, l'émission consacrée au sujet de l'étrange, du creepy, du paranormal et plus globalement de tous les sujets qui touchent à la croyance. Je suis très heureux de vous retrouver après cette petite période de difficultés techniques. Les deux dernières émissions n'ont pas pu avoir eu lieu parce que j'avais des problèmes d'internet et puis voilà, c'était un petit peu compliqué. Et ce soir, grâce à Fujina, la régie, nous allons pouvoir vous proposer une émission sur le survivalisme. Et non, Yannick Breitenberg, ce n'est pas un poisson d'avril. Nous allons vraiment parler de survivalisme avec Touko de la chaîne Le Survivaliste Français. Bonsoir. Hola Lazare, c'est moi, Tuco de la Vega. Je suis là, en ta compagnie. Eh bien, alors ce soir, une émission qu'on a programmée, je crois que c'est l'émission que j'ai programmée le plus longtemps à l'avance. Imaginez-vous qu'on a programmé cette émission en janvier de l'année dernière. Mmh mh. Et d'ailleurs, pendant longtemps, j'ai cru que tu voulais me faire un poisson d'avril, Touko, et que Ouais, que mais c'était le seul, vu que tes émissions tombent le lundi et moi le lundi je travaille, donc il nous fallait un lundi férié. Tu as regardé sur le calendrier, tu es tombé sur le 1er avril. Ben écoute, tu vois, je suis là. c'est ça. Eh bien, ce soir, nous allons aborder le sujet du survivalisme. Nous allons en faire un petit peu le tour. Sujet très complexe, comme j'ai vu déjà dans le chat, la vilaine mémère qui nous a dit que c'était une sphère complexe parce que Jean se demandait, il avait des a priori. On va en parler. Tout court, un sujet très clivant, vous allez voir dans toute l'émission. Et vous allez voir qu'on va pouvoir aussi rattacher un petit peu au domaine de la croyance avec ce survivalisme. Je pense que ça va être une très bonne émission. Touko, pour commencer, j'aimerais que tu fasses une présentation, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors pour les gens qui me connaissent pas, j'anime une chaîne, sur YouTube qui s'appelle Le Survivaliste Français. Le Survivaliste Français en hommage aux chasseurs français, tu sais, c'est une vieille revue que lisait mon grand-père. C'est et je cherchais un nom pour la chaîne et puis j'ai dit: «Bah, tiens, Le Survivaliste Français, ça ira bien». Voilà, et surtout, j'anime par contre, surtout le plus gros de mon temps, c'est un canal Telegram, donc sur Telegram, qui s'appelle Les Survivalistes Français et où on est maintenant 1 500 personnes à peu près, quasiment très active, et où on partage nos astuces, nos préoccupations, nos semis, notre petite vie chacun, voilà. Donc, c'est sur ces 2 sphères-là où je suis le plus actif, voilà. D'accord, et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, ce survivalisme qui est un mot valise. Et moi, je reconnais que quand au début tu m'avais parlé de survivalisme, quand on a pris nos premiers contacts, j'avais surtout l'idée de la survie dans ma tête. Et en fait, en discutant avec toi, tu m'as expliqué qu'en fait, c'était pas exactement ça le survivalisme, et surtout qu'il y avait différents survivalismes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ça? Alors déjà, avant de me prononcer, je vais dans ton sens, hein, de toute façon, c'est ce qu'on a dit. Avant de me prononcer, c'est que là, je vais vous parler de ma vision toute personnelle du survivalisme. Je suis pas un expert ou quoi que ce soit, je suis pas le boss, le gourou du survivalisme. Là, je viens là pour partager ma vision du survivalisme, et c'est ce que je fais également, voilà, sur la chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube pour partager un peu ma vision des choses, quoi. Voilà, que je trouvais qui n'était pas représentée. Donc, quand on a parlé tous les 2 de survivalisme, et beh, c'est vrai que toi, de suite, tu m'as parlé de survie dans la jungle, de choses comme ça, un petit peu comme on pourrait dire, koh quoi. Les gens perdus dans la forêt qui doivent survivre en consommant leur propre urine ou en mangeant peut-être des vers de terre dans les troncs d'arbres et tout. Et moi, j'étais arrêté de suite, je t'ai dit: «Ouh là là, mais ça, c'est pas mon survivalisme à moi ça. Moi, mon survivalisme à moi, c'est justement d'essayer en cas de perturbation vraiment importante de ce qu'on appelle dans le milieu», parce qu'il y a quand même il y a des acronymes et il y a un vocabulaire qu'on a tous en commun et sur lesquels on se retrouve. C'est un bris de la normalité. En cas donc de bris de la normalité, d'essayer de conserver un minimum de confort et de normalité justement dans ta vie du quotidien. Donc de ne pas être obligé, si tu veux, pour te chauffer, d'avoir une cheminée adéquate à la maison et performante, plutôt que d'aller faire du feu dehors, tu sais, en faisant ça avec un bout de bois là, comme ils font à koh quoi. Voilà, c'est ça. Mmh. Grosso modo, c'est ça. Quelque part, c'est, comme tu m'avais expliqué, se préparer à toute rupture de normalité et ne jamais être pris au dépourvu dans tous les aspects du quotidien.
C'est exactement ça. Et la vilaine mémère qui est dans le chat ne dira pas le contraire. Alors je précise à tout le monde que je vois pas le chat, j'ai pas le chat. C'est fait exprès parce que sinon après je peux plus réfléchir, hein. Donc je lirai vos messages, en replay. C'est-à-dire que l'adage, c'est préparer le pire en espérant le meilleur. Je pense on est beaucoup à se retrouver là-dessus et donc c'est ne pas être pris au dépourvu dans toutes les choses qui font notre quotidien. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces différents survivalismes? On parle de bushcraft, on parle de prepping, on parle de bivouac, on parle de dark preppers, on parle de doomers, d'autonomisme, de collapsologue et de survivaliste. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit, portrait de toutes ces choses que je viens de citer? Alors, de mon point de vue, je vais te dire que le survivaliste en tant que tel, pour moi, c'est la personne qui est la plus équilibrée dans le sens où, toutes les autres parties, tu ver tu on pourra voir ensemble qu'elles ont des pics d'activité dans certains domaines et le plus homogène, moi, dans lequel je me retrouve, c'est pour ça que je me suis appelé le survivaliste français, c'était justement le survivalisme tel que je le conçois, mais tel qu'on est nombreux à le concevoir aussi. Donc le bushcraft, comme son nom l'indique en anglais, c'est fabriquer des choses avec du bois, avec les choses de la nature. Donc ça, toutes ces choses-là, en même temps, ce que je voudrais dire, c'est qu'elles peuvent faire partie intégrante du survivalisme, hein. Elles sont adoptées par le survivalisme. Elles sont englobées dans la logique. Donc faire des choses en bois. Donc c'est partir dans la forêt, en camping, en bivouac, comme on dit, en bivouac, et de se débrouiller au maximum pour construire tout plein de petites choses, des petites chaises, une petite table, faire son feu soi-même, sans avoir, par exemple, besoin d'allumettes ou de matériel extérieur. Donc se débrouiller tout seul, se faire un abri, tu sais, au lieu de mettre une tente, eh ben, tu fais un abri avec des bouts de bois, des feuilles, des choses comme ça. Ça, c'est le bushcraft. C'est vraiment le Koh-Lanta, quoi, voilà. Koh-Lanta, on pourrait dire que c'est du bushcraft. Bon, j'ai dit koh c'est vraiment pour, généraliser parce que c'est tout sauf de la survie, hein. Ensuite, la collapsologie, alors je les ai dans le désordre dans la tête. La collapsologie, alors ça, par contre, ça fait appel à une notion d'effondrement également, mais ce serait plus un effondrement, climatique, dérèglement, bah, de notre biosphère à nous. C'est beaucoup une prise de conscience, écologique plus qu'autre chose et politique, mais politique dans le sens d'écologie politique. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très axé sur c'est politisé, mais c'est de l'écologie politique et c'est avec beaucoup de la notion d'écologie, de changement climatique, indisponibilité des ressources naturelles de la faute de l'homme qui détruit son environnement, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment la collapsologie et là, on va retrouver des gens qui vont se retrouver, un petit peu comme les autonomistes aussi d'ailleurs, tu vois? Chacun se rejoint forcément à faire dans des écolieux ou des fermes communautaires où ils vont essayer ensemble d'être autonomes le plus possible et d'avoir le moins d'impact sur leur environnement. Voilà. Un petit peu s'excuser d'être là. Voilà. Et d'essayer de vivre sans déranger la nature, être en harmonie au maximum. Ça a un côté un peu hippie, un peu bucolique, un peu sympa. Et c'est pour ça que c'est ce côté-là qui va mieux passer dans les médias, forcément. D'accord. Après, tu m'as parlé des doomers. Alors là, les doomers, ça va t'intéresser parce qu'il y a un peu ce côté sectaire, un peu. Là, on va toucher peut-être plus à la religion, notamment beaucoup aux États-Unis avec les évangélistes. Les évangélistes, l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas si tu connais toutes ces choses-là. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur les témoins de Jéhovah, tout ça. Donc Oui, l'antéchrist, voilà, l'antéchrist avec l'enlèvement de l'Église, les derniers croyants qui seront là, qui vont ça s'appelle comment ça? Ça porte un nom, le heu, millénarisme? non, 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 quand Excuse-moi, je lisais un commentaire, j'ai pas suivi ce je que tu sais dis. plus la transfiguration, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un terme biblique pour dire il va y avoir une période de latence entre, le combat du bien et du mal, donc tu vas avoir des forces maléfiques sur terre qui pas forcément des démons qui vont attaquer tout, mais tu sais des maladies, la faim, la famine, les maladies, la ruine collective et ces gens-là vont devoir survivre et les doomers, ils s'organisent pour survivre à cette période, qui doit durer 7 ans théoriquement. Et c'est le cas, par exemple, des croyants, des saints des derniers jours, tu sais, des mormons. Les Les mormons, témoins de Jéhovah également.
Mmh. Ah peut-être, je connais pas assez les témoins de Jéhovah, mais les mormons se préparent et d'ailleurs ont une liste qui fait des parfois office de référence. Une liste, par exemple, je t'invente un petit peu, il faut 700 kilos de haricots rouges secs, pour une famille, il faut, tant de d'eau, tatati tatata. Ça, c'est ce donc des millénaristes effectivement et ce sont les doomers. Doomers, ben doom, hein, tu sais le doom Le quoi, destin, ouais, ouais, voilà, la fin de c'est l'apocalypse, quoi. C'est vraiment l'apocalypse au sens dans lequel, souvent on caricature les survivalistes qui se préparent à la fin des temps. Bah, là, ce sera plutôt effectivement les doomers. Ensuite, on avait qui? On avait les dark preppers. Les preppers déjà, les preppers. Alors moi, je suis un petit peu prepper aussi. Les preppers, c'est des gens qui se préparent, hein, d'où le terme effectivement, qui se préparent à affronter des temps très difficiles, mais seulement en misant sur, des stocks, par exemple. C'est-à-dire, ils vont faire des stocks de nourriture. C'est typiquement le genre de caricature qu'on verrait aux États-Unis, les gens qui sont des bunkers, tu vois? En treillis militaires, avec des armes en veux-tu, en voilà, dans tous les sens, des boîtes de conserve et des litres de carburant et un gros 4x4 prêt à traverser tout l'ouest américain, pour échapper aux zombies. Ça, c'est le prepper. Prepper et le dark prepper, putain, dis donc, et je me dis des choses, hein. Et le dark prepper, alors celui-ci, il est tapi dans l'ombre et il se prépare un minimum, mais pas trop. Et il attend qu'une seule chose, c'est que les événements négatifs arrivent. Et à ce moment-là, sa vraie nature prendra le dessus. Et armé de son plus belle arme automatique, il viendra justement dans les petits écolieux, les petites fermes communautaires ou chez les gens qui se sont préparés, qui se sont organisés, ben, pour leur prendre leurs ressources, se les accaparer, tel un coucou, s'accaparer les ressources, les biens, les aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui existe aussi. Et pour ainsi, ben, s'en sortir à bon compte sans trop d'efforts, mis à part celui de se mettre en danger, quoi. Voilà, C'est ça, en fait, c'est laisser les autres se préparer, c'est ça. à cet, effondrement de la société et de après de comme des parasites de prendre leur place, en fait. Mais C'est moi, des prédateurs, des dans prédateurs. cette logique-là, ce qui me pose question quand on en a parlé tous les 2, après j'ai réfléchi un petit peu sur le sujet, je me dis: «Prendre la place de la personne qui a préparé le potager, qui a fait ses stocks de nourriture, c'est bien». Mais il y a un moment, enfin c'est bien, je veux dire, c'est une chose, mais ensuite, comment ces gens vont faire pour continuer à vivre comme ça? Parce que si justement ils ne sont pas préparés, qu'ils n'arrivent pas et qu'ils ne savent pas comment faire un jardin potager, comment, Voilà. filtrer de l'eau, finalement D'ailleurs, c'est temporaire cette situation de dark preppers. ce que tu dis est très juste, mais d'ailleurs ça me fait dire qu'on n'a pas parlé des survivalistes dans tout le l'inventaire qu'on a fait, on a oublié le survivaliste. Alors, si tu permets, j'aimerais parler du survivaliste. Le survivaliste, il est un peu prépeur, il fait du bushcraft, il est autonome, il a toutes ces petites facettes-là et il les met ensemble. Par exemple, un prepper, il va faire des stocks alimentaires, mais il va pas forcément se concentrer ou s'intéresser éventuellement au potager. Alors que le survivaliste, il va mettre une partie de stock, mais il va surtout travailler sur son autonomie alimentaire comme l'autonomiste en s'intéressant au jardinage, à la pêche, à la chasse, au piégeage. Tu vois, ça va être tout ce dont on a parlé, toute cette kyrielle-là, elle va être rassemblée et c'est moi comme ça que je vois le survivalisme. Il y a du prepping, il y a de l'autonomie. Par exemple, un autonomiste, un survivaliste sera forcément autonomiste, puisqu'il va penser à long terme, alors qu'un autonomiste ne sera pas forcément un survivaliste. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Mmh. toute cette nuance à chaque fois. Et moi, c'est comme ça que je me positionne. Et avec tous les échanges que j'ai avec mes camarades, c'est comme ça qu'on est, grosso modo, qu'on se positionne tous. Mmh. Voilà, Et du coup, on a répondu un petit peu dans cette partie-là à la c'est question pour ça. d'Alexis Seydoux. Effectivement, il y a un lien entre le millénarisme et certaines sphères de survivalisme, en fait, parce qu'il Oui, y a des gens qui, en fait, l'effondrement de la société, bah, ça, c'est la collapsologie. D'ailleurs, je voudrais remercier Jess et Franck, ils se reconnaîtront, qui m'ont prêté ce livre. Je vous montre la pochette et maintenant je vais le lire. C'est le petit guide local, équitable et lombricompostable de l'effondrement
par Berthier et Girard avec une préface de Pablo de Servigné, où là, par contre, il y a toute cette dimension politique, en fait, hein. C'est une BD, c'est assez Oui, rigolo, c'est ouais, plein de ouais. petites histoires, mais qui nous explique que la société actuelle, elle nous emmène vers un effondrement quelque part et c'est assez intéressant, mais moi, ça me touche un peu moins cette idée de la collapsologie parce que c'est très empreinte politique et vous savez à quel point j'adore la politique d'ailleurs, je n'en parle jamais, c'est pour ça dans mon émission et donc moi ce côté-là m'intéresse moins. Mais par contre le côté de l'autonomie et de survivaliste en tant que tel, savoir faire pousser des légumes, c'est quelque chose que j'ai appris depuis que j'ai eu cette chance, j'ai appris ça depuis que je suis petit, savoir, couper son bois, savoir faire plein de choses. Je pense que c'est important, même si la société ne s'effondre pas, en fait. Moi, je pense que Mais c'est des c'est con Je suis d'accord avec toi, tu vois? On dit souvent, je sais qu'on va y revenir, mais on dit: «Oui, est-ce que tu perds pas ton temps? Est-ce que de te forcer comme ça?» On imagine souvent que la personne, elle se force et qu'elle est guidée par la peur, l'angoisse de la fin des temps, l'angoisse de l'effondrement, tout ça. Et ceci étant, tu vois, moi, je passe beaucoup de temps à apprendre justement, à filtrer de l'eau, à faire pousser des légumes, à faire tout plein de choses moi-même. J'apprends, j'apprends, j'apprends et finalement, c'est pas du temps perdu parce que même si j'arrive à la fin de ma vie et qu'il s'est rien passé, mais c'est pas grave, j'aurais appris à reconnaître le chant des oiseaux, j'aurais appris à pister un animal dans la forêt, j'aurais appris plein de choses super en fait et ben c'est pas ce sera pas pour rien puisque je les aurais appris. C'est pas à perte en vérité. Et puis mmh. c'est comme nous, tu vois? La démarche qu'on fait, on perd pas notre temps puisqu'on apprend à connaître des gens et tout ça, des choses comme ça. Il faut en tirer le positif à chaque fois et il faut pas y aller avec, oui, il faut pas y aller avec la peur au ventre. Après, c'est une question d'attitude, de posture aussi, hein, de posture personnelle. Comment on reçoit les choses et comment on veut les retranscrire aussi. Mmh. Il y a des gens qui sont dans l'angoisse, hein, il y a des gens qui s'empêchent de vivre, hein, et qui moi, tu vois, mon survivalisme à moi, je le vis au quotidien. Au quotidien, ça veut dire je monte dans mon véhicule, je monte en mode enfin j'exagère un peu, je caricature, mais c'est pour t'expliquer. C'est je monte dans ma voiture, je pense à ceci, à cela. Déjà, tu vois, regarde, je vais te dire, quand on dit de prévoyance, je pars toujours en avance parce que j'imagine que je vais avoir un tracteur devant moi qui va me ralentir ou qu'il va y avoir une déviation que je suis pas au courant un peu plus loin, des choses comme ça. Mais déjà, quand tu montes dans ton véhicule, tu mets ta ceinture de sécurité. C'est un peu du survivalisme finalement. Nous, on a accepté ça, mais finalement, le fait de prendre 2-3 kilos de farine en plus, bon, moi j'avais plus que 2-3 kilos, mais c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas la démarche. Si moi je pense à prendre 2-3 kilos de farine en plus dans mon cellier, ben, c'est le principe de la ceinture de sécurité. Si jamais je suis empêché de me déplacer, j'ai mes 3 petits kilos de farine, dans mon cellier. C'est cette démarche-là à une autre échelle évidemment, forcément. C'est finalement se préparer, en fait, le terme preppers est très, clair, en C'est fait, se préparer, ne pas être pris au dépourvu. Comme je t'ai dit tout à l'heure, préparer le pire en espérant le meilleur. C'est exactement ça. En fait, ce qui est intéressant dans ta démarche, toi, si j'ai bien compris, c'est que tu vas prendre un petit peu tout ce qui est positif de tout ce qu'on a un petit peu défini, de ce mot Oui. valise de survivalisme. Tu vas prendre tous les côtés positifs et tu vas beaucoup moins te concentrer sur ce message apocalyptique: «Attention, il va forcément arriver quelque chose». Alors moi, J'aime c'est sûr, c'est sûr. mmh, Bah, tu vois, on parle de potager. Il y a quelque chose qui va te parler. Tu connais sûrement permaculture? oui. La permaculture. Moi, je fais un potager, un grand potager qui doit me permettre de faire vivre ma famille pendant les beaux jours de 4 personnes. On vit que su quasiment on n'achète pas de fruits et de légumes, hein. Donc c'est te dire que c'est quand même un investissement personnel. Pour une famille nor on n'est pas des maraîchers nous, hein. On est des gens normaux, on travaille à plein temps, en plus mon épouse et moi-même et nous appliquons des règles de permaculture comme le paillage, c'est la plus connue, le paillage, le respect de l'équilibre des sols et tout et ceci, cela. Mais ceci étant, on l'applique pas de manière dogmatique. C'est-à-dire que moi, je passe le motoculteur, tu vois? Je passe le motoculteur. Je désherbe, mais je désherbe sérieusement, pas avec des produits phytosanitaires, mais quand je désherbe, j'y vais, quoi. Donc je la chamboule
le biome, tu vois? C'est Oui. donc je Ils prends aiment ce pas que je trop ça veux, en voilà. permaculture parce qu'on dit je vais expliquer rapidement. En permaculture, on dit que, les couches ne doivent pas être mélangées parce que les tout ce qui est bactéries, tout ce qui est insectes, tout ce qui est vie, en fait, biologie, de biologie, qui vit dans les couches profondes de la terre, c'est leur place et en fait, quand on remue la terre comme ça, on va amener toute cette vie-là au-dessus qui va mourir et celle qui est habituée à vivre au-dessus, on va la mettre en dessous qui va mourir. Alors en fait, la théorie de la permaculture, c'est que on détruit la biodiversité quelque part en faisant ça. Eh oui. Donc moi, c'est pour finir, je prends ce qui m'intéresse, mais je n'hésite pas à laisser le reste. Et je fais pareil pour la pratique de mon survivalisme à moi. J'aimerais que tu nous expliques, qu'est-ce qui t'a fait en arriver au survivalisme? Et ben c'est là que la politique va rentrer en jeu. Parce que moi, c'est une démarche politique. C'est-à-dire moi, je crains pas une météorite. Souvent quand on parle du survivalisme, on dit: «Oh là là, ils craignent que le soleil explose, une météorite, une Qui attaque de arrivera. zombies, que la centrale nucléaire d'à côté, elle explose et tout ça». Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, si tu veux, ce qui m'a fait, m'intéresser au survivalisme, c'est comment on appelle? La défaillance de l'État dans plusieurs domaines et un manque de confiance totale, en l'État pour gérer les affaires, qui sont censées être gérées à leur niveau. Et je peux en parler d'autant plus que j'ai servi l'État de l'âge de 18 ans jusqu'à il y a pas très longtemps. J'étais vraiment un serviteur Mmh mh, mmh. formaté. Tu sais, cet après-midi, j'ai réfléchi et je me suis dit: «Tu vois, moi, je suis né en 76. Les gamins, moi, de ma génération, on a été formatés avec des films comme, Rambo, des dessins animés comme Musclor où toujours en avant, c'était, tu sais, le virilisme. C'était les bonhommes dans les dessins animés, ils avaient tous des bras comme ça, hein. Il Ah y avait mais pas que Musclor, Musclor. il se balade en slip, hein? Ah oui, non mais il y avait pas que lui, ils étaient tous musclés. Tu sais les Superman, les Strange, les trucs, c'est Oui, tout oui, un oui. peu toute cette époque-là, et on a tous été avec le la guerre, les méchants, les gentils, les robots, tu sais les Transformers, tout ça, c'était tout ça. Donc on a tous été un peu élevés à ce côté guerrier héroïque et tout ça, et j'ai l'impression qu'on a été un petit peu formatés. Ben, moi en tout cas, ça a très bien marché pour moi puisque à l'âge de 18 ans, je suis rentré à l'armée. Je suis allé faire le zozo à droite à gauche et puis quand je suis revenu, je suis rentré dans la gendarmerie nationale. Donc tu vois, j'ai vraiment servi l'État. J'ai été le bras armé de l'État en quelque sorte, même si j'étais beaucoup dans l'administratif. Mais j'ai été en quelque sorte le bras armé de l'État, le bras de la justice comme Wingman. Je sais pas si tu connais, mais le bras de la justice, et je suis tombé de très haut quand j'ai eu des prises de conscience successives qui se sont pas fait en une seule fois évidemment, mais quand j'ai vu, moi je parle d'un état en état de décomposition et je n'ai absolument pas confiance en ça. Ça a commencé par la crise financière, enfin ça a commencé petit à petit, mais le facteur déclencheur a été la crise financière de 2008, la crise des subprimes, tu sais. Et ensuite ça a été 2008, oui, je pense. Mmh. 2008, qui a été géré avec les pieds, et on a encore ici maintenant, à l'heure où on en parle, on a les restes. Et il y a eu aussi la crise migratoire. La crise migratoire, je crois que c'était, alors de souvenir, je crois que c'est 2015, si quand il y a eu, toutes ces hordes de réfugiés qui sont arrivés par la Grèce, par la tout ça là, tous ces gens-là qui sont arrivés en Europe, en Allemagne, en France, partout, et ça n'a jamais cessé depuis. Donc c'est ça qui m'a inquiété si tu veux, et c'est ça qui a fait que j'ai commencé à me préparer. Voilà. Quand on parle de rupture avec la normalité, on a eu un événement très récent qui a totalement bouleversé notre quotidien. C'est sûr. On s'en rappelle tous parce que c'était, vraiment un événement qui nous a marqués tous. Ce Covid, ce confinement et cette impression un petit peu que le temps est passé beaucoup plus vite. Moi, j'ai l'impression d'avoir perdu 2 3 ans de ma vie, Mmh. il s'est rien passé dans ma vie pendant ce temps-là et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as abordé toi, cette crise du Covid? Alors je vais t'expliquer justement, surtout ce que comment dirais-je? Les conséquences de cette crise du Covid, c'est que ma femme s'est convertie. Voilà.
juste avant, elle croyait que j'étais taré. Elle a dit: «Oh là là, il fait son truc, écoute, il vaut mieux qu'il achète des boîtes de conserve plutôt qu'il aille traîner au bar tabac». Mais donc elle me laissait faire mes trucs tranquilles. Mais le covid, ça l'a convaincu et je vais t'expliquer pourquoi. Mon épouse et moi-même, moi maintenant, je suis plus gendarme, je suis aide-soignant et mon épouse travaille dans le médical, j'en dirai pas plus, mais à un niveau, elle est pas médecin, mais bon, elle travaille dans le médical et on est sensibilisés tous les 2 à toutes ces choses-là, bien sûr, l'hygiène, les trucs médicaux, tout ça. Quand le covid est arrivé, nous, on était au Mexique avec mes enfants, on était au Mexique avec mon épouse et mes enfants, on était tous là-bas et on a vu arriver le covid en Europe, mais de très loin, forcément. Et quand on est rentré en Europe, ben, on a vu la crise des masques, des produits, tu sais? Les pharmacies se faisaient voler les masques, hein, quand même, hein, et on arrachait les distributeurs de liquide, hydroalcoolique dans les hôpitaux, tu sais? Il y en a qui sont scellés au mur, ils se retrouvaient avec les trucs volés, il y avait des gens qui vendaient des masques à l'arrache et tout dans la rue. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Tu c'est là qu'on la gestion d'une crise. Rappelle-toi, il y avait pas de masques, les masques étaient Ah, avec les périmés. masques, ça a été, Voilà, catastrophique. Ils étaient heu périmés, mais pas si périmés que ça finalement. Ils ont détruit des masques qu'on aurait pu Après, utiliser. il les fallait, après il les fallait plus. Rappelle-toi qu'il y a des départements qui achetaient des masques directement chez le fabricant. L'État venait confisquer sur le tarmac, même d'autres pays d'Europe qui se volaient les masques entre eux. Enfin bon, c'était n'importe, imagine, ce serait du pain ou tu as compris quoi, ou de la farine, ce serait encore pire. Bon, toujours est-il que moi, on est rentré à la maison avec mon épouse et j'ai sorti un Tupperware. Ah oui, on n'avait pas le droit de faire les commissions, on n'avait pas le droit de sortir, il y avait qu'un membre de la famille qui pouvait sortir. Enfin bon, c'était à l'ouest, on était à On l'ouest. était limité dans le nombre de litres d'huile qu'on pouvait acheter ou le nombre Exactement, c'était tout, de tout, tout, kilos de tout comme farine. ça et les gens sortaient acheter du papier toilette en veux-tu en voilà, enfin c'était n'importe quoi et beh, quand on est arrivé à la maison, en France, j'ai ouvert la maison, j'ai sorti un Tupperware de dessous, je sais plus où c'était à l'époque, peut-être de dessous le lit de la chambre d'amis et j'avais tout eu un stock de masques, de produits, alors c'était pas du gel hydroalcoolique, mais c'était un liquide, qui correspond à peu près aux mêmes qualités et j'ai dit: «Tiens regarde chérie, on a des masques, ils sont là». Donc on avait ça et puis on n'avait pas le droit d'aller faire les commissions. Je dis: «Écoute, c'est pas grave, on va faire les commissions à la maison» et on avait tout bien sûr chez nous dans le garde-manger, ce qu'on appelle la réserve alimentaire et du fait de notre cadre de vie et tout ça, ce qui fait qu'on a très bien vécu ce confinement évidemment et c'est là que ma femme s'est dit: «Beh, finalement, t'es peut-être pas si fou que ça, quoi» et donc maintenant, même si elle est pas une survivaliste proactive, elle voit toujours quand elle voit quelque chose qui traîne et qui pourrait éventuellement nous intéresser collectivement, elle pense à s'en saisir, quoi. Voilà. Mmh. Au niveau du carburant, il me semble que tu as une pratique assez, comment dire? Pas très courante quoi. C'est des choses que nous, les gens normaux qui sont pas sensibilisés au survivalisme, on ne fait pas forcément. Comment tu gères ton carburant? Alors le carburant, c'est-à-dire c'est toujours pareil, prévenir plutôt que guérir. Carburant, j'ai au minimum, alors là tu vois en plus, j'ai regardé tout à l'heure, pour préparer l'émission, j'ai 80 litres de super, je dois avoir non j'ai moins, j'ai 60 litres de gasoil et 100 litres toujours d'avance de fioul. Alors pourquoi? Parce que moi, j'habite à la campagne, comme toi, je sais que tu es très isolé, moi aussi c'est la même chose. J'ai besoin de mon véhicule pour aller travailler ou si de même, je sais pas, ma fille, elle joue, elle tombe, elle se fracasse la tête par terre, il faut que je l'amène chez le médecin. Moi, la première boulangerie, elle est à 7 kilomètres de la maison. Bon, bien que je fasse mon pain moi-même, mais c'est pour te donner une idée de notre isolement et je peux pas faire mes déplacements en trottinette électrique, quoi, tu vois? Donc j'ai besoin de Mmh. carburant. Besoin de carburant pour me déplacer, mais aussi pour travailler, chez moi, tu vois? Tout à l'heure, malgré qu'on soit le lundi de Pâques, j'ai taillé des saules pleureurs, donc il fallait que ma tronçonneuse soit activable et tout ça, donc il nous faut du carburant. Alors ce que je fais, c'est que je stocke tout ce carburant-là et je fais un système de rotation. C'est valable aussi pour l'alimentation, hein. C'est pas stocker pour stocker. On a coutume de dire qu'il faut, stocker ce qu'on mange et manger ce qu'on stocke et ben, c'est pareil pour le carburant. Donc je stocke énormément de carburant et je fais une rotation comme ça. Pour ne pas être pris au dépourvu, parce que rappelle-toi, au mois d'octobre l'année dernière, il y avait la crise avec les blocages de raffineries et c'est là, tu vois, on dit il ne faut quand il y a eu cette fameuse crise, tu voyais tous ces gens qui faisaient la queue pendant des heures et des heures. On a tous en mémoire, hein, tu sais, on passait devant les stations de service, on voyait des queues interminables, ça gênait même la circulation. Ben moi, en tout cas, jamais j'ai été faire la queue, moi, jamais. De Mmh. toute la crise, j'ai pas fait la queue. Je me suis pas battu avec les gens qui me passaient devant.
J'ai pas eu de pression particulière, et je suis allé au travail à chaque fois. Tu comprends? Voilà, et c'est justement, tout à l'heure, on parlait de la peur. Toutes ces crises successives, bon là, on en a parlé que de 2. On a parlé de la crise du carburant et celle-ci de, comment on appelle, du Covid qu'on a connue. Dans toutes ces 2 crises-là et celles que d'autres qu'on a pu vivre, j'ai jamais eu peur, en fait. Ça a toujours, permis d'aborder les choses sans crainte. Je vois Patate Vert dans le chat qui nous dit: «Le carburant ne périme pas». Eh bien si, en fait, le carburant périme, il a une durée de vie d'à peu près 1 an, le super. D'ailleurs, moi, je m'en suis rendu compte parce que j'ai une mobylette et j'avais laissé pendant 1 an, le mélange d'huile et d'essence dans ma mobylette et quand j'ai voulu la réutiliser avec les beaux jours, ça ne démarrait pas du tout et en fait, j'ai changé le carburant et là, c'est reparti. Donc si effectivement le carburant se périme, d'où l'intérêt de consommer ce que tu stockes. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Alors absolument. Alors patate verte qui est chimiste, je crois bien en plus, hein. Oui. Il y a des micro-organismes, il y a de la condensation dans le carburant qui se forme, quel que soit le système de stockage, hein, qu'il soit adapté ou non, il y aura toujours de la condensation, avec les fluctuations de température évidemment, et il y a des micro-organismes qui arrivent à se développer dans le carburant. Alors oui, le carburant, il s'oxyde en fait, il est très sensible avec l'air, il s'oxyde. Donc il y a des adjuvants, il y a des produits qu'on peut rajouter et qui permettent de prolonger la durée de conservation du carburant. Ça, j'en ai fait d'ailleurs une petite vidéo. Ben moi, tu vois, j'ai une moto et l'hiver, je m'en sers pas. Je mets un produit dans le réservoir, je fais tourner la moto avec ce produit-là et tu vois, là, il y a pas longtemps, je l'ai redémarré, démarre du premier coup. Mais oui, le carburant se périme. Mmh. Et je vois, madame Bou qui nous dit: «Dans une situation extrême, avoir un cheval ne semble pas totalement incohérent». Après, il faut savoir que le cheval, on va devoir le nourrir. Donc ça veut dire produire du foin, produire aussi de la nourriture pour le cheval. Moi, quand tu me disais: «Moi, je me suis préparé, avec ma voiture et tout». Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai un vélo. Un vélo tout équipé avec un rétroviseur, avec mon compteur, avec des sacoches, avec un panier à l'arrière et quand ça a été cette période de covid et puis également cette période de pénurie de carburant et beh, je me suis mis vachement plus au vélo et maintenant j'ai gardé cette habitude et j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup moins ma voiture. Je fais beaucoup de déplacements en vélo ou à pied parce qu'en fait, j'habite dans un endroit très isolé, mais je suis à peu près à 5 kilomètres du village le plus proche donc quelque part, le vélo, c'est une super bonne solution, hein, même s'il faut l'entretenir, que ça demande un petit peu des réparations de temps en temps, crevaisons et tout ça. Hem, En fait, l'idée du vélo, c'est de l'autonomie également. Mmh. Alors, le vélo électrique, il y a la vilaine mémère dans le chat, je ne sais pas si elle est toujours là. Mais il y a aussi un copain à moi, Moi, il est David. pas électrique mon vélo, hein. Ah oui, mais il y a un copain à moi, David, justement, je vais venir au vélo électrique, qui est en live actuellement sur un autre sujet. Heu, Tous les 2 roulent en vélo électrique. Le vélo électrique, Alice, il y aura forcément des panneaux solaires à la maison. Des panneaux solaires pour la maison et des panneaux solaires nomades pour recharger des systèmes de batterie en cas de coupure électrique. Parce qu'on pense à tout. C'est ça, on pense à tout. Et tu vois, quand on parle comment on appelle, du cheval, effectivement, c'est possible, hein, mais ça va te demander il va falloir acquérir des connaissances sur la santé du cheval, son bien-être. Il va falloir lui fabriquer ben, une écurie, forcément. Il va falloir effectivement, pour ne pas être dépendant, donc autonome, pouvoir préparer son fourrage et des choses comme ça. Et c'est des animaux, ça, par contre, quand ils tombent malades, ça demande énormément d'argent. Il faut aussi la remorque pour le déplacer, tout ça. Donc ça demande beaucoup de choses. Le vent, Déjà, mmh. quand tu es survivaliste, tu dois t'intéresser à plein de trucs. La défense personnelle, on en parlera, je pense. À la défense. Tu dois t'intéresser à connaître un maximum de choses sur le bricolage. Bricoler ta maison, je sais pas moi, par exemple des bêtises, hein, remplacer des tuiles suite à une tempête ou à de la grêle. Tu as des tuiles qui sont cassées. Faut pas forcément penser à un ouragan, un truc de fou, mais truc simple. Le jardinage, bah, le bricolage, c'est-à-dire te débrouiller le plus possible. Imaginons, je sais pas moi, refaire comment on appelle, décaper tes volets tout seul, des choses qui paraissent anodines pour quelqu'un comme moi. Réparer, tiens, tu parlais de mobilette, réparer toi-même ta mobilette tout seul, démonter le carburateur, le savoir le nettoyer, le remonter, donc ça te demande de la mécanique, du jardinage, un petit peu de maçonnerie, un petit peu d'ébénisterie, enfin de plus de menuiserie, on va dire, et il y a toutes ces choses-là qu'il faut que tu arrives
emmagasiner, mais emmagasiner de façon pérenne. Il suffit pas de savoir le faire une fois et ensuite quand tu vas devoir, refaire le geste, compter sur le tuto YouTube parce que là, peut-être qu'il y en aura pas du tuto YouTube, tu vois? Donc c'est vraiment t'en imprégner au maximum. Donc le coût du vélo électrique, moi je sais que, ben, tu vois, ce copain David, lui maintenant pour lui c'est sa mobilette. Il va faire les courses. Il amène ses enfants à l'école en vélo électrique avec la petite remorque derrière. Il va faire ses courses en vélo électrique, mais sur quelques kilomètres, hein, et il recharge de façon totalement autonome via les panneaux solaires la batterie de son vélo. Donc tu vois, lui vraiment il a bouclé la boucle. La seule Mmh. chose qu'il ne pourra pas faire, c'est fabriquer une nouvelle batterie lui-même, c'est tout. Donc finalement, heu heu, une discipline qui C'est demande beaucoup de discipline et multidisciplinaire, tiens, pour utiliser 3 fois le c'est mot discipline. c'est exactement ça, c'est vraiment une discipline, voilà, c'est le terme. C'est une discipline de vie et mais dans tous les sens du terme, j'ai envie de te dire, parce qu'on travaille même sur enfin, en tout cas moi, hein, je travaille sur ma santé physique. C'est-à-dire que moi, je ne bois pas, je ne fume pas, donc j'évacue toute, comment on appelle, dépendance pour ne pas en souffrir. Parce que imagine quelqu'un qui est habitué à fumer, le jour où il y a plus de cigarettes, il fait quoi? Tu as déjà vu quelqu'un comme il est en stress quand il a pas de cigarette ou quelqu'un qui est habitué à consommer de l'alcool le jour où il y a pas d'alcool? Où il y a Mmh. pas de médicaments, par exemple, en dehors évidemment des ceux qui nécessitent, pour des raisons vitales. D'ailleurs, le stock de médicaments, c'est quelque chose d'important aussi à prévoir, surtout quand on a des dépendances, très importantes. Enfin des dépendances, pas dans le sens de dépendance, mais des dépendances dans le sens dans lequel nous sommes dépendants de traitements médicaux pour continuer à avoir une vie correcte. Toutes ces choses-là, c'est tout ça, c'est à prendre en compte. Des notions de médecine également, de base évidemment, il faut pas être médecin, mais Savoir faire des des points de suture. voilà, des points de suture, du secourisme quoi, des choses comme ça. Donc tu imagines tout ça, tout ça, tout ça, ça fait beaucoup de choses quand même à mentaliser et il faut que toutes ces petites choses-là soient mobilisables à l'instant où tu en as besoin de suite. Donc tout peut très bien se passer pendant très longtemps et il faut savoir le jour où tu en as besoin, pouvoir mobiliser cette compétence immédiatement. C'est ça le plus dur et c'est justement ça comme tu disais la discipline qu'il faut pouvoir mettre, en route dans sa tête. Je vais du coup te poser une question de Pierre, je ne sais pas si tu pourras y répondre, mais Pierre nous demande comment ne pas perdre toutes les données d'internet en cas de crash total et il lui semble qu'il y a des projets de sauvegarde par des boîtes privées. Est-ce que tu as connaissance de ça? Alors je suis pas au courant de ça, Mais heu, l'idée ce oui. serait de se préparer un petit peu comme la dépendance dont tu viens de parler. L'idée ce serait de se préparer à fonctionner sans internet. Exactement. Alors justement, je comprends le système un peu comme une banque du savoir de tout ce qui nous intéresse et il faut savoir que, par exemple, il y a une grainothèque, une banque de graines mondiale qui, tu vas voir, tu vas comprendre là où je veux en venir, qui récupère toutes les graines du monde entier, de toutes les variétés de plantes, de tous les continents, de de la terre et dans un pays nordique, je ne sais plus où c'est mis à l'abri. C'est un peu le patrimoine végétal de la terre. Alors il y a des plantes nourricières et des plantes qui ne le sont pas, hein, d'accord? Et tout ça, c'est mis dans des conditions de conservation quasi éternelles pour au cas où, si jamais une espèce venait à disparaître, on pourrait la ressortir et la redévelopper. Et ben, effectivement, il y a des bibliothèques en ligne qui existent dans des clouds, des choses comme ça. Nous-mêmes, sur le canal Telegram, on en a mis une, on a plus de 1500, 1500 ou 2500 ouvrages qui sont stockés là. Et ben, on incite les gens à les imprimer dans la mesure du possible ou à les sauvegarder sur des disques durs ou des clés USB pour pouvoir les rendre disponibles le jour où effectivement, si on devait avoir une coupure d'internet prolongée, des choses comme ça. Mais sinon, on est beaucoup à avoir imprimé des documents. D'ailleurs, j'en ai moi-même ici. Là, je suis dans une caravane, hein, je dis pour les gens qui ne savent pas. La C'est caravane de l'apocalypse a dit, la c'est la Virène cara Mamère. ouais, ouais, c'est la caravane de l'apocalypse. J'ai dans le meuble qui est derrière moi là, toute une palanquée de bouquins, enfin de feuilles que j'ai rassemblées dans des comment on appelle? Tu sais, les trucs en plastique là, avec la spirale là, je sais plus Des comment ça Yékas? s'appelle ce truc là, je sais pas Heu, comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Et j'ai de tout là-dedans, j'ai et c'est dans ce meuble ici là. un porte-vue. Mmh. Un porte-vue, effectivement, un Le porte-vue en Yéka, c'est la spirale marque. là, ouais, tu vois? Donc et ben, j'ai tout ça là-dedans, c'est rempli là. D'accord. Donc beh, il y a pas mieux que le papier de toute façon, hein.
Oui, il y a encore un intérêt à imprimer des choses Bien sûr, ah finalement. bah, Mmh. forcément. Mmh. Je vais, poser 2 questions qui se rejoignent, une de Romezzo et une de Madame Bou. Romezzo nous dit: «Est-ce que des fois on ne devient pas un peu parano ou maniaque dès lors qu'on se met à fonctionner ainsi?» Et Madame Bou nous dit une question qui rejoint un petit peu celle-là: «Où savoir s'arrêter dans le processus? J'ai le sentiment que cela peut être sans fin». Alors, ce qui est sans fin, c'est, l'acquisition de connaissances. C'est-à-dire que quand tu as appris enfin, moi je parle pour moi, attention toujours, hein, je suis pas spécialiste, hein. Moi, tu vois, là où mes connaissances sont sans fin, ce serait par exemple pour le jardin. Si je sais maîtriser, par exemple, la culture des carottes, j'invente, hein, ben je vais avoir envie par curiosité, un peu par défi de passer à autre chose. Dire: «Tiens, la rhubarbe, j'ai pas encore essayé, je vais me lancer là-dedans», tout en continuant à cultiver la carotte, patati patata. Après, le reste des connaissances, des connaissances, il y a quand même à partir du moment où tu te retrouves face à une limite qui est la limite, toi, de ton intellect aussi quand même, la limite aussi du temps disponible, c'est très ça aussi, c'est parce que c'est très chronophage évidemment. La limite du temps disponible et aussi des limites qu'il faut savoir s'imposer effectivement. Alors, des limites, par exemple, la comment on appelle? La réserve alimentaire. Moi, j'ai une réserve alimentaire qui peut me faire je suis autonome alimentairement que sur ma réserve pendant 8 mois pour 4 personnes. Pendant 8 mois, je peux ne pas sortir de chez moi, d'accord? C'est Mmh. la limite que je me suis fixée. Mais je connais des gens, j'ai même été chez des certaines personnes qui ont plusieurs années de nourriture chez eux, tu vois? Et là, moi-même, je me dis: «Bon, ça fait beaucoup quand même», parce que tu vois ce que je veux dire? On en Donc revient après à ces documentaires aux États-Unis, où là, ils ont voilà, des voilà. années de stock. Mmh. Et moi, si tu veux, c'est les limites que tu te poses à toi-même. C'est les Mmh. Tu vois, moi, tu parles avec moi aujourd'hui, je me définis comme survivaliste, c'est moi qui interviens dans ton émission. Tu vas sûrement avoir quelqu'un qui regarde cette émission-là et qui va dire: «Non, mais lui, c'est un petit joueur. Moi, je suis un survivaliste. Lui, c'est un kéké», tu comprends? Donc on va toujours, tu vois, passer le truc le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut. Ah bah, il y a toujours plus fou que soi en définitive, tu comprends ce que je veux dire? Mmh. Ensuite, la première question c'était, La question, c'était justement de savoir comment tu peux pas la question, c'était, est-ce que des fois on devient pas parano ou maniaque dès lors qu'on se met à fonctionner ainsi? bah, parano. Parano, ça veut dire penser à côté. Non, moi je pense pas parce que justement ça tout dépend la raison pour laquelle tu es rentré dans ce move un petit peu. Moi, j'ai constaté des choses, j'ai vécu des choses, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai constatées. C'est pas en regardant la télé, par exemple, que je suis devenu survivaliste. C'est pas en écoutant les autres parler, c'est pas en allant, à l'église ou en fréquentant une certaine caste de gens, bien particuliers et de façon exclusive. Moi, c'est vraiment mon quotidien en tant que professionnel de, on va dire de police, même si j'étais pas dans la police quoi, mais c'était la gendarmerie, le quotidien et de voir tous les effets parce que dans la gendarmerie contrairement à la police, quand tu es gendarme, tu as pas une spécificité particulière. Tu fais pas soit que du police secours, soit que de l'accueil, soit que ceci, soit que cela. Un gendarme, il peut intervenir le matin sur un homicide et finir sa journée, avec soit un cambriolage, soit une mémé qui a perdu son chien qu'il faut lui rattraper dans le village parce qu'il met le ouaille, tu comprends? Et le lendemain, tu vas chercher quelqu'un qui a disparu et après tu es sur un accident de la route. La même personne. Donc tu as affaire à toutes les strates de la société et c'est là que et comme tu interviens avec les différents services, qu'ils soient, je sais pas moi, ministériel, administratif, juridique et tout ça, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui se dégrade, tu le sens, tu le vis. C'est Tu es en plein dedans, quoi. Et moi, c'est ça qui m'a c'est le réel et c'est mon quotidien. Donc si tu veux, j'ai pas eu de paranoïa, donc j'ai pas pensé à côté et c'est pas une pensée qu'on m'a rapportée non plus. Donc c'est vraiment Mmh. moi les choses que j'ai vues. Et tu sais, depuis que j'ai quitté mes fonctions, je vois que ça s'est encore plus aggravé et je crois que j'avais dit une fois à quelqu'un: «J'ai vraiment vécu les meilleures années moi, Mmh. me concernant». J'aimerais pas être gendarme aujourd'hui quoi, tu vois? J'aimerais pas du tout. Patate
Ah, je vais digresser un petit peu, mais Patate avait fait une très bonne remarque que j'ai manqué. Il avait dit les médicaments, par contre, ça périme et du coup, Éconnecté Nature nous dit: «Pour les médicaments, une connaissance des plantes sauvages médicinales est une grosse bibliothèque». Dans une certaine mesure, j'allais dire, parce qu'on peut pas non plus peut-être pas tout soigner avec, des plantes on peut peut-être pas non plus trouver toutes les plantes dans son environnement. Alors bon, La question là, des médicaments, très compliquée. c'est sûr qu'on va pas faire repousser un bras avec un jus de fruits comme dirait l'autre, hein, jus de fruits cru, mais effectivement les plantes quand même, de toute façon toutes les molécules sont issues de plantes ou de venin ou de choses comme ça, donc bon, il y a quand même une base. Oui, c'est pour les soins, la bobologie, les soins de tous les jours, tu vois? C'est Oui. des connaissances très importantes. De toute façon, jusqu'à la découverte de la pénicilline, on était encore très limité, en matière de soins, hein. La pénicilline, ça a été une révolution. La pénicilline, on la trouve dans le roquefort, donc bon, peut-être que si demain on doit soigner une infection, on va manger un peu de roquefort, je sais pas, c'est du pénicillium, hein, mais quoique je suis allergique à la pénicilline. Ceci étant, on parlait de bibliothèque tout à l'heure et Connecté Nature avec qui tu discutes a une très, très, très belle, très, très belle, mince, bibliothèque de même de livres historiques et tout ça, mais absolument magnifique, de traités, de médecine, de plantes et tout. Mais oui, alors les médicaments, ça aussi, c'est toute une organisation. C'est soit tu travailles dans le milieu médical, un peu comme moi, mais moi j'ai pas accès aux médicaments particuliers, moi je suis que aide-soignant. Soit tu t'acoquines avec, ta pharmacienne, si elle est gentille, soit il faut savoir qu'il y a énormément de médicaments, mais alors attention, ça, moi je suis très, très comment on appelle? Je marche toujours sur des œufs en termes de médecine parce qu'il y a qu'un médecin qui pourra répondre éventuellement à des vraies problématiques. Je suis pas médecin, je suis aide-soignant, je nettoie des plaies, des choses comme ça, je suis encore moins qu'une infirmière, donc je vais pas vous dire ce qu'il faut faire, hein. Si vous avez un problème de santé, c'est un médecin qu'il faut voir, c'est pas moi, hein. Mais les médecins, comment on appelle, les médicaments destinés, théoriquement aux animaux, les médicaments vétérinaires, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont aussi, compatibles avec les maladies humaines. Ceci étant, ça, sous le manteau avec les moutons dessinés dessus, les choses comme ça. Nous, on devenait fous, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis, ben, ça marchait bien, hein, parce qu'il fallait voir, ils avaient la peau dure. Mais toujours est-il que moi, tout ce qui concerne le médical et tout ça, je n'aborde jamais ce sujet-là parce que c'est trop délicat. Il y a trop de toute façon, toi, tu le sais bien dans tes émissions, il y a tellement de Oui, oui. dérives, Ah oui, oui, il y en a totalement. qui vont se soigner avec la prière, il y en a, ils vont sucer un caillou, ça y est, ils ont plus le cancer, bah, écoute, ils font un peu ce qu'ils veulent. Moi, Mmh. je me mêle pas de ça, moi. Oui, mais c'était important de le dire que Oui, oui, c'était dans la question de la conservation, les médicaments, on va avoir un problème si la c'est pas société éternel, s'effondre, c'est on pas aura un éternel. problème et Patate nous dit: «Si vous prenez des médocs d'animaux, ne prenez pas des doses de cheval». Mais tu sais que C'est toujours ce très qu'on dit bon, là, c'est important parce que, par exemple, moi, tu vois, j'ai quelqu'un à côté, enfin, ma petite voisine qui est là, qui est diabétique et elle a besoin, elle, de ses injections régulièrement. Imaginons demain, de toute façon, il y a des pénuries de médicaments, hein, actuellement, hein. Il y a des mmh. pénuries, comment on appelle? L'Efferalgan, fut un temps, on n'en trouvait pas beaucoup, hein. C'était limité à une boîte par personne, hein. L'Efferalgan, Dafalgan, les choses comme ça, tu vois? Donc, c'est pas de la science-fiction, hein. En avoir un petit peu d'avance, c'est pas plus mal. Mmh. Alors, on avait une question justement, on va parler de ça, de Yannick Breitenberg. Je passerai à ta question, bref, l'effondrement un peu plus tard, ce sera plutôt vers la fin de l'émission. Mais Yannick Breitenberg, qui est nouvellement membre de la chaîne YouTube, merci beaucoup Yannick. En cas d'effondrement, les gens affamés seront prêts à tout pour se nourrir. Pour défendre son stock, a-t-il des armes à la maison? Est-ce que tu as des armes? Cette question de l'armement. Eh oui, j'ai des armes, bien sûr. Alors, c'est quelque chose, pareil, que je n'aborde jamais sur la chaîne, mais effectivement, en cas de gros problèmes, d'une manière ou d'une autre, tu sais, il n'y a pas besoin d'aller dans un effondrement pour voir les gens, la bestialité des gens se réveiller. Tu regardes le Black Friday, quand c'est le Black Friday, ou les soldes. Ou même, tiens, par exemple, samedi prochain, tu vas au supermarché, tu sais, les grilles des supermarchés, toi, tu rentres dans la galerie commerciale et tu as la grille qui se lève comme ça, tu sais. Ben, tu verras les gens, dès que le caddie il passe, ils mettent la tête en dessous, même s'il n'y a pas le Black Friday, hein, tu verras, ils poussent le caddie, dès que le caddie il passe, ils mettent la tête en dessous et hop, et ils passent.
Ben ça déjà, tu vois, moi le premier, c'est pour moi, les miennes d'abord et c'est toujours pareil et effectivement, tu remarqueras que quand il y a des grandes soldes, des choses ou des produits gratuits autour du Tour de France, tu vois? Il y a la caravane qui passe, ils jettent des petits cadeaux Oui. comme ça, mais les gens, ils marchent sur les enfants pour prendre un saucisson en porte-clés comme ça. Ils sont capables de te blesser. Donc, tu vois, effectivement, oui, alors la problématique la problématique, le fait des armes, effectivement, beaucoup de survivalistes sont armés, mais pas forcément pour tuer leurs voisins, hein. Moi, tu vois, j'ai pas des armes de guerre chez moi. Moi, j'ai des petites armes des poètes-poètes, quoi. Enfin, des poètes-poètes. Comparé aux trafiquants de drogue actuellement qui s'en servent tous les jours et qui tuent des gens, quasiment de façon hebdomadaire et je pense que c'est pas des survivalistes qu'il faut s'inquiéter. Parce que les Mmh. survivalistes sont toujours dans la légalité, donc c'est des armes qui sont déclarées avec les papiers, tout ça. Tu vois, regarde, moi je m'affiche ma figure, hein. Demain, imagine la préfecture peut venir à la maison, dire: «Vous avez parlé mes dents sur YouTube et tout». Moi j'ai Mmh. pas de problème et qu'est-ce que je veux dire? Donc moi j'ai mon matériel, mais c'est du matériel qui peut me servir pour la chasse, puisque moi je suis chasseur aussi personnellement. Donc je suis peut-être pas plus dangereux que Papy Dupont, de petit village à côté qui va aller chasser le lapin, hein, c'est tout, hein. Après effectivement, l'arme est un outil qui est destiné à la base pour tuer et qui peut éventuellement servir pour se défendre. Après, me concernant à moi, je te dirais, je sais plus qui c'était qui avait posé la question, heu, C'était Yannick Breitenberg. bah, Yannick, tu vois, par exemple, un gars comme moi, avec mon profil, moi j'ai été gendarme, enfin j'ai été, oui, gendarme pendant 17 ans et demi. Si on m'a fait confiance pour avoir une arme sur la voie publique pendant 17 ans et demi et qu'on juge qu'aujourd'hui, je serais dangereux avec une petite pétoire, une petite, tu sais, un 22 long rifle quoi, un truc comme ça, ben, c'est que vraiment, il y a un gap qui serait passé. Soit j'aurais vraiment vrillé ou je serais rentré dans quelque chose de totalement incohérent, mais je pense pas, hein. Moi, j'ai toujours ce Mmh. réflexe de et puis c'est une responsabilité aussi, hein, tout est une responsabilité, hein et tu sais aujourd'hui, on parle d'armes à feu, mais la majorité des horreurs qui se passent, tu as souvent, c'est des couteaux, tu vois? Un Ré couteau En ce moment, oui, ces voilà, dernières années, on oui, a clairement. tous des Mmh. couteaux chez nous. Regarde par exemple, bah, tu vois, j'ai un couteau qui est posé là, parce qu'on est dans ma petite caravane. J'ai un couteau qui est là, ben il m'est rien arrivé. Voilà, je suis pas blessé ni rien du tout. C'est pas le couteau qui est dangereux, c'est la personne qui en a la C'est ça. possession, tu vois? C'est Le ça. couteau est un bon exemple parce que c'est un objet qu'on Ouais. a tous, en fait. Tout Parce le que monde. l'arme, on pourrait se dire: «Oui, mais moi j'ai pas d'arme et tout Ta ça». Mais grand-mère un a un couteau dans sa cuisine et pourtant quand tu vas la voir, il t'arrive rien quoi, tu vois? Mmh. C'est comme ça. Et je vois Bref l'effondrement qui pose une question bien, qui nous parle de la protection balistique. Est-ce que tu es équipé pour la protection balistique également? Alors, il faut savoir que j'ai mon pactage qui est toujours chez moi, au Ah. grenier. Mais Mmh. oui, mais c'est une protection légère pour du 9 millimètres et du couteau, mais je vais sortir ça pour me balader dans la rue avec, hein, c'est hors de question. Ça, c'est Mmh. au Je pense grenier, que ce c'est sera même interdit, non? oui, oui, c'est interdit, bien sûr, mais c'est pour mes petits-enfants, pour, dire: «Ah ben Pépé, il était gendarme, regarde, on se déguise», comme, aujourd'hui on pourrait se déguiser en gendarme de Saint-Tropez, quoi. Mais Mmh. non, mais après moi je suis pas dans le délire militaire, moi. Je suis pas habillé toujours, alors je m'habille en tenue de chasseur si tu veux, quand je vais faire du bivouac, des choses comme ça. Parce que souvent on fait du bivouac sur des terrains qui sont pas les nôtres, alors bon, on essaye un peu de passer inaperçu. Mais comme un petit peu comme les gars qui font de l'urbex si tu veux, tu vois? C'est pas des cambrioleurs, mais c'est juste que voilà, c'est pour être tranquille. Mais sinon, moi, je suis pas dans le délire de tuer des gens, tu vois? Il y a beaucoup de chaînes de survivalisme, ou de survivalistes qui se mettent en avant, qui ont des armes absolument les plus grosses, tu vois? Des Mmh. couteaux de plus en plus gros les uns après les autres et tout ça. Moi, je suis pas dans ce délire-là. J'essaye de garder les pieds sur terre, tu vois? Moi, je suis père de famille avant tout. Voilà, je suis un papa, donc je suis pas un zozo, je vais pas aller tuer les gens à droite à gauche. Par contre, comment dirais-je? Je suis pacifique, mais je suis pas un non violent. Ça veut dire que si je dois devenir violent demain, je sais comment faire, mais c'est pas mon objectif premier, quoi. Voilà. En Mon plus, tu as premier été réflexe, formé c'est à pas ça. Mmh. d'aller voilà, c'est pas mon premier réflexe, c'est pas d'aller agresser les gens. Je rappelle que la gendarmerie, c'est une branche de l'armée, hein, c'est une arme, Mais donc oui. on est un soldat avant tout, hein, quand on est Ah, gendarme. soldat de la loi.
Hem, J'avais vu un commentaire intéressant, oui, de Patate Verte encore une fois, qui nous dit, quand il y a un ouragan ou quelque chose comme ça, on va dire une catastrophe naturelle, en général, les gens collaborent. C'est sous forme de questions et nous avons, bref, l'effondrement, je pas non, Collapsoland qui nous dit: Je dirais que les femmes après Katrina aux États-Unis ne sont pas d'accord avec le fait qu'il y ait de l'entraide». Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Est-ce que quand on se retrouve dans une situation comme ça commune de catastrophe naturelle ou d'effondrement de la société, est-ce qu'on va automatiquement s'entraider? Alors, moi, j'ai vécu des événements un peu comme ça. Alors, pas d'ouragan, des choses comme ça, mais des événements de masse. Tout va bien tant que tu as une prise en charge ou tant que tu crois en la prise en charge qui va venir. C'est-à-dire que tu as toujours un peu il n'y a pas d'espoir sans désespoir. Il y a toujours cet espoir de se dire: «Les services de l'État arrivent», tu écoutes la radio, il y a rien devant toi, mais tu écoutes la radio, tu dis: «Oui, oui, non, c'est bon, ils s'en occupent, la sécurité civile est là, ils arrivent, patati patata». Ça, c'est OK. Donc les gens se tiennent, les gens s'empêchent et se tiennent parce qu'ils savent qu'il y a l'ordre qui va revenir ou qui est plus ou moins établi. Le jour où ça, il y en a pas du tout, soit parce qu'ils sont dans l'incapacité d'intervenir, soit parce que, bah, l'État a baissé les bras. Regarde, tu vois, en Haïti, actuellement, il y a vraiment une situation dramatique. C'est l'anarchie totale. C'est la fin du monde pour eux, tu vois? Personne n'en parle, mais en Haïti, actuellement, c'est un drame. La même situation, en France, par exemple, tu sais qu'il y a des services de secours qui sont là, tu sais qu'il y a un État qui, plus ou moins, tient la route, donc les gens vont s'empêcher, du moins la majorité des gens vont s'empêcher. Alors oui, il y a de l'entraide forcément, il y a de la solidarité, les gens vont aider leurs voisins, tu vois? Par exemple, s'il y a une coupure de courant ici chez moi, j'ai un générateur électrique. J'en ai plusieurs. J'ai des générateurs électriques solaires qui font pas de bruit, mais j'ai un gros générateur électrique qui fait du bruit parce qu'il fonctionne au carburant. Si admettons qu'on ait une coupure électrique. Moi, mon générateur, il va faire du bruit, il va faire drrrr comme ça. Mes voisins autour, ils vont savoir que j'ai du courant électrique. Eux, ils ont des congélateurs. Ils vont tous venir avec leur rallonge à la maison. Ils vont dire: «Ah oui, Touko, on peut se brancher parce que j'ai le congélateur qui est plein, nanani nanana». Je vais pas dire non, parce que tout va bien et que je me dis: «Bon, on est en France, tout va bien, d'ici, allez, maximum, allez, 3 4 jours, EDF va intervenir, on va me remettre le courant». Par contre, si je sais que je peux pas compter sur EDF et que le peu d'électricité que j'ai, il est pour moi et que je peux pas me permettre d'en donner à tout le monde, crois-moi que là, la personne, elle va venir taper à la porte. Je vais lui dire gentiment non et si elle insiste, à ce moment-là, je vais commencer à m'agacer un petit peu, tu vois? Donc Mmh. tout dépend du jus dans Du lequel on baigne, contexte. tu comprends? Mmh. Du contexte, ouais, du contexte et du Finalement, contexte et ce que je te disais, c'est que tant qu'on a la perspective que les choses vont s'arranger, que c'est on fait temporaire. avec et on s'empêche, on reste civilisé. À partir du moment où on sait que ça y est, ce qui nous tient en définitive, ce qui nous tient n'est plus là, et ben là les gens vont et c'est là que ce qu'on parlait tout à l'heure, les dark preppers, tous ces gens qui n'attendent qu'une chose, tous ces gens qui sont criminalisés vont commencer à surgir aussi. Il faudra s'en Mmh. protéger également. Alexis Seydoux dans le chat qui est historien notamment, nous dit, historien archéologue et qui est venu, plusieurs fois dans Mister Talk Show, nous dit qu'il y a des exemples d'entraide, des exemples historiques et il nous parle de grandes épidémies, Marseille en 1720 ou lors du tremblement de terre de San Francisco en 1906. En général, l'entraide s'organise. Alors oui, Maintenant, il y après a encore une fois, ça rentre bien dans le cadre que tu as donné où on sait que ça va être plus ou moins temporaire cette alors situation. là, historiquement, il y a autre chose. Vu qu'il est historien, je crois qu'il va me comprendre. Il y a plus récent, il y a Fukushima avec le drame, comment on appelle, le tsunami qui a ravagé la centrale électrique et là, on a eu vraiment quelque chose de très, très important et on a vu beaucoup d'entraide. La différence entre San Francisco en 1906, Marseille en je sais plus, en 1709 je crois, non? C'est ça, hein, En 19 1709? San Francisco 1906, Marseille 1720.
1720. Marseille de 1720, Marseille, je connais bien, tu m'entends parler, hein. Marseille de 1720 et Marseille d'aujourd'hui, crois-moi que c'est pas le même Marseille, hein. C'est pas la même population qu'il y a sur place, et qui fonctionne pas avec les mêmes codes. Donc, je n'aimerais pas me trouver dans l'embarras dans le Marseille d'aujourd'hui. Parce que le Marseille d'aujourd'hui, comme je te dis, c'est pas la même faune, voilà. Et pareil pour San Francisco, je crois que c'est San Francisco, pareil que pour San Francisco, et puis aussi il y avait un ciment qui liait les gens, tu vois? Marseille de cette époque-là, les gens avaient quelque chose de commun entre eux. Il y avait déjà c'était homogène, les gens se reconnaissaient entre eux. Ils avaient, la religion qui les tenait entre eux à cette époque-là, mais que ce soit bien ou pas, c'est pas le problème. Sauf que, tu vois, aujourd'hui à Marseille, eh ben, il y a plus de choses qui éloignent les gens que ce qui les rapproche. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est valable dans toutes les grandes les sociétés comme ça, multiculturelles et tout ça. Je pense que c'est pas on peut pas comparer, on peut pas comparer. Ceci étant, pourquoi j'ai parlé du Japon, c'est pas anodin. C'est parce que culturellement au Japon, ils sont quand même ils sont tous ensemble. C'est une population qui est homogène, qui se tient et qui a un côté un peu nationaliste et du moins qui aime beaucoup son pays et comment on appelle? Ils s'aiment les uns les autres, ils se reconnaissent en eux en nation, voilà, en termes de nation, la nation japonaise. Cette question ultra intéressante de l'entraide, je vois que Patate Verte et Alexis en discutent et que Alexis nous dit que c'est à étudier et effectivement, c'est une question très, très intéressante. Je vais regarder un petit peu mes questions parce qu'il me J'espère avoir été compris dans ce que j'ai dit, hein, parce que c'est on est en oui, direct et tout, c'est un peu compliqué de puis moi je vois pas le chat, hein, je répète à tout le monde que je vois pas le chat. on reviendra vers la fin de l'émission sur des points que tu as abordés, plusieurs fois, mais pour l'instant, je vais volontairement zapper. Hem Est-ce que tu as été, attaqué sur internet? Parce que je sais que certains survivalistes, se font attaquer, qu'est-ce que tu pourrais nous parler de ce phénomène un petit peu là? Alors moi, je n'ai été jamais été victime de quoi que ce soit sur internet. Mmh. Jamais. Pourtant, tu vois, je montre ma figure et tout ça. Après, bon, je suis prudent dans le sens où, mais déjà, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de, pourtant je mets du contenu polémique, hein. Je mets du contenu polémique moi sur mes réseaux sociaux, hein. Mais c'est jamais argumenté, c'est-à-dire j'envoie une pichenette, une crotte de nez si tu préfères, j'envoie une crotte de nez, mais j'en rajoute pas derrière dans la comment on appelle? Dans le narratif qui est censé accompagner soit une image, soit la crotte de nez. Voilà, je fais pas les choses pour faire du mal ou pour blesser. Mais j'envoie des crottes de nez à droite à gauche parce que c'est rigolo quoi et que, ben, internet le permet, voilà, c'est tout. Mais après Mmh. je fais pas de polémique, c'est-à-dire, voilà, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, moi je parle jamais d'armes. Je suis plus en tant que Français qu'autre chose. J'ai servi la France en plus, beaucoup. On voit bien quand même que notre monde change, tu vois? On accepte que les gens se disent: «Le climat change». Tiens, regarde, c'est plus comme l'année dernière. Tiens, ça fleurit en avance cette année, il y a des choses. Regarde, tu as juste à regarder autour de toi, il suffit pas d'être, avoir une idéologie, fasciste ou quoi que ce soit pour voir que notre environnement change. Tu vois, les écoles changent, les revendications changent. Regarde, moi, je suis un gamin des années 80, j'ai grandi à Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai. Les Marseillais connaîtront, Oui, pourront je se je je connais bien. retrouver. Mmh. Le quartier de la Belle de Mai, c'est un quartier qui est particulier à Marseille, hein. C'est Oui, oui, vraiment très un particulier. quartier très populaire. Ben, moi, quand j'étais enfant, à la cantine, il y avait pas de revendications, religieuses sur les repas, jamais. Tout le monde mangeait pareil. Alors, je dis pas qu'ils nous mettaient des saucisses de porc, c'est pas vrai, mais il y avait des œufs, il y avait des choses pour tous les enfants. Il y avait pas, comme moi quand je suis allé au lycée, jamais, on a eu des polémiques avec les comment on appelle, les voiles, les choses comme ça, les trucs, enfin, il y avait pas toutes ces histoires-là. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a quand même tu vois? C'est un petit peu comme l'environnement, écologique et ben, notre environnement du quotidien en tant qu'habitant il est en train de changer et ça, faudrait être aveugle pour pas s'en rendre compte. Après, que ça plaise ou que ça plaise pas, je vais te dire, moi, le réchauffement climatique, ça me dérange pas parce que moi, je préfère quand il fait chaud plutôt que quand il fait froid, hein. Donc peut-être qu'il y a des gens, voilà, le côté exotique, ils aiment bien, quoi. Moi, après, je suis pas là pour juger. Moi, juste, je prends conscience de certaines choses
et je me les applique à moi-même. Je fais pas par contre, je suis pas un militant moi, hein. Voilà, je suis pas un militant. Moi, tu vois, on est plus de 1 500 personnes sur le groupe Telegram. Tu as des Algériens, tu as des Africains, tu as des gens du monde entier qui sont là, des francophones qui s'intéressent à la chose. J'ai République démocratique du Congo, j'ai tout le monde, et tout le monde est le bienvenu. Il ne s'agit pas là d'être complètement taré. Là aussi, il y a le survivalisme, tu sais, le survivaliste avec le drapeau, comment on appelle? Des États confédérés, tu sais, Ah, Ku du Klux Texas? Klan, Mmh. tout ça. Mmh. C'est pas du tout mon délire ça non plus, hein. Mmh. Mais je C'était prends bien de conscience que préciser. le monde change, quoi, tu vois? Après C'est voilà, ça me fait de la peine, ça me fait de la peine. C'était bien de préciser parce que, sur internet, sur YouTube, ça va vite. Ça va très Et vite. je vois la vilaine mémère qui nous dit: «Ce milieu est une mouvance. Si historiquement l'extrême droite était très présente, les choses ont changé. Avec le néo-survivalisme, tous les bords politiques sont représentés». Est-ce que Absolument, tu es d'accord avec ça? elle a vraiment raison. D'ailleurs, la vilaine mémère en est une icône, enfin une icône, la démonstration, excuse-moi, Lou, vilaine mémère, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Effectivement, au début, ça a commencé, tu sais, avec la guerre froide, la peur du communisme, le macartisme et tout ça, la chasse aux sorcières, quoi. Il y avait ces gens, ces Américains qui refusaient déjà le fait des mixités raciales hein, aux États-Unis. On avait encore les restants des ségrégations, des choses comme ça aux États-Unis. Hein. C'est pas si vieux que ça cette époque-là. Hein. Donc, et puis c'est cette peur de l'URSS, tout ça, des soviétiques et tout ça, avec les attaques atomiques. Eh ben, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Regarde, la peur de Poutine, la peur des attaques atomiques de Poutine et tout ça. Est-ce qu'il est fou qui va appuyer sur le bouton? Macron qui veut encore fabriquer des bombes atomiques et tout. On est un peu là-dedans encore, hein, si tu veux. C'est un Mmh. éternel recommencement. Et donc, effectivement, la personne qui a mentalisé, la personne qui a créé le survivalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui dans ses formes les plus, les plus pures, quoi, on va dire, les plus extrêmes, c'est Kurt Saxon. Donc, c'est un Américain, effectivement, qui était un nazi, qui était adhérent au parti nazi américain. Et c'est lui qui a théorisé ça et qui est allé jusqu'à, mettre des comment on appelle? Des tutos à l'époque dans des fanzines, comment créer des bombes, comment créer du poison et tout autant qu'il faisait comment faire son potager et comment faire pousser, je sais pas moi, comment allumer un feu sans allumette, tu vois? Donc il allait d'un côté comme de l'autre et ça a donné lieu à des groupes terroristes d'extrême droite effectivement, racialistes, des choses comme ça, tu vois? Des choses très américaines au final, hein, qui chez nous ne pourraient pas prendre de toute façon et puis le peu qu'elles prennent parce que moi j'en vois, hein, je te dis sur Telegram, des fois je suis contacté par des zozos, Mmh. on le voit de suite quoi, hein, des groupes d'autodéfense, des milices, des trucs justement pour résister soi-disant à l'envahissement de l'islam et des trucs comme ça. Il y en a plein des tarés comme ça. Bon, ben, ils savent pas à qui ils s'adressent finalement puisque Mmh. tu vois? Mais il y en a Oui, c'est beaucoup, ça. il y en a beaucoup. Il y en a énormément effectivement. Enfin, Telegram, il y a un des il y a c'est des petits groupes, je dis il y en a beaucoup, c'est 3 4 personnes qui qui se font beaucoup de considèrent bruit. et puis Mmh. ils prennent le nom groupe international de ceci cela, mais en vrai c'est 2 gars quoi. Donc Ouais. Telegram qui est un réseau privilégié pour tous ces extrêmes-là, qui en fait est ouais. beaucoup moins surveillé dans le sens où l'application en elle-même censure très, très, très peu. Bon, ça censure un petit peu, mais censure extrêmement moins que d'autres applications de discussion et du coup, les gendarmes infiltrent ces réseaux, en fait, Ah oui, alors pour quand tu pouvoir les dis que surveiller parce c'est très surveillé. C'est oui, c'est très très peu, surveillé, voilà, mais de c'est très l'intérieur, mais surveillé. pas par la plateforme elle-même, c'est Ah ça non, que je voulais dire. l'application elle, il faut vraiment tomber dans les trucs et encore je vais te dire, j'ai vu des choses vraiment, que je pensais pas voir de ma vie, mais la façon dont mais c'est très surveillé, très, très surveillé. Heureusement d'ailleurs parce que bon et puis nous, ça nous protège, tu vois? Moi, regarde, pourquoi j'ai pas d'embêtement? Parce que nous, on n'a rien à cacher dans notre canal, c'est que des gens corrects et tout ça et on n'est pas là à fomenter un attentat pour destituer. Tu vois, regarde, moi, par exemple, le gouvernement actuel, je l'aime pas. Bon, je dis des horreurs des fois, mais je vais pas jusqu'à dire des trucs, tu vois? Je reste dans la limite de ce que la liberté d'expression me permet,
Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas Mmh. jusqu'à fomenter des attentats, des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont là-dedans, hein, dans des délires comme ça. Ils disaient, «Ce soir, on se retrouve à tel endroit, on va faire une attaque». Moi, j'ai déjà eu des messages comme ça, des gens qui me contactaient. Je dis: «Oh, tu faut envoyer balader de suite, quoi». Parce que si tu Mmh. as le malheur de répondre, en plus, tu peux être dans la spirale du truc, quoi. Mmh. Est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui s'intéresseraient au survivalisme? Et du coup, je vais poser ta question juste après, mais j'ai zappé ton nom, mais je retrouverai. Est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui s'intéressent au survivalisme? Par quoi commencer? Par où commencer? Peut-être ta chaîne YouTube? Oh, je sais pas. Alors déjà de se poser la question de pourquoi? Est-ce que c'est une peur éventuellement? Tu vois? On parlait de peur, hein, régulièrement. Est-ce que c'est parce qu'ils ont une peur de l'avenir? Est-ce que c'est parce qu'ils se disent, tu vois, il y a des gens qui ont peur, tu vois? Extinction Rébellion, tous ces trucs comme ça là. Les gens, ils ont une peur, ils se disent: «Mon Dieu, il faut pas faire d'enfants parce qu'on est trop sur terre», des choses comme ça. Ou alors, ils ont peur peut-être de Poutine, ou ils ont peur d'autre chose, j'en sais rien. Essayer d'identifier la raison pour laquelle tu te prépares, parce que ça va guider ta préparation, ça. Si tu peux pas te préparer pour tout, c'est pas possible. Tu vas forcément, majorer une part de ta préparation par rapport à l'idée que tu te fais de ce qui peut éventuellement arriver. Ça, c'est un biais, c'est comme ça, tu peux pas faire autrement. Hem, donc, identifier clairement les choses, en parler avec sa famille, du moins avec sa famille si tu es marié, avec ton compagnon ou ta compagne, quoi, heu et essayer d'avancer tous ensemble. Ne pas le faire tout seul, parce que sinon ça risque de tomber en lubie, et si la personne elle comprend pas ta démarche, ben ça peut mener là, ça s'est vu des fois, hein, j'ai des exemples moi personnellement, à des séparations, à des choses comme ça, hein, à des trucs dramatiques, quoi. Donc d'essayer de Mmh. bien se poser. Et le survivalisme, de toute façon, c'est très simple. Il faut pas imaginer des mois et des mois et des années de stock de nourriture, des armes dans tous les sens, des jardins qui font plusieurs hectares. On peut tous se préparer à son échelle. Même en appartement, tu peux. De toute façon, c'est juste être prévoyant. C'est juste être prévoyant. Tu vois, tu fais ta vie de tous les jours et tu te dis: «Bah, tiens, c'est vrai que la dernière fois, je suis en train de réfléchir, je voulais faire des frites, par exemple, et puis, j'avais plus d'huile. Et ben tiens, la prochaine fois que je vais aller faire des commissions, plutôt que d'acheter une bouteille, je vais en acheter 2». Et puis, tu vois, des petites choses comme ça. Ça commence comme ça, tout doucement, tout doucement. Ou regarde le coût du carburant, par exemple. Plutôt que d'avoir 60 litres de carburant, de super, 40 litres de gasoil comme moi, par exemple. Tu te dis: «Ouh là», tu regardes les informations et tu vois, tu dis: «Oh là là, et apparemment ils sont pas contents là, les gens chez Total là, ils commencent à bloquer là». Tu fais voir quelle heure il est. «Ah bah tiens, j'ai peut-être le temps, j'ai un petit bidon de 5 litres, je descends vite fait à la comment on appelle? À la station de service, je remplis mon petit bidon avant que la préfecture elle décide que la vente à emporter c'est interdite, et comme ça je suis tranquille. Et ton bidon, ben, tu le stockes pas sous ton lit évidemment, tu vas le stocker sur ton balcon». Ça commence des petites choses comme ça, et après au fur et à mesure, tu t'organises petit à petit. Et puis, après oui, voilà, se rapprocher de certaines chaînes. Il y a des chaînes qui sont très bien, tu vois? Regarde, il y a de très bonnes chaînes qui sont présentes ce soir, du moins de mémoire. Il y a La Vilaine Mémère, il y a Collapsoland, je crois, tu m'avais dit qu'il y avait Oui, Collapsoland. tout à fait. En théorie après, parce que c'est plus de la théorie, mais c'est très intelligemment posé. Tu as Bref l'effondrement qui est très bien. Il y a peut-être d'autres chaînes, mais que Et je sais Connecté pas. Nature, tu en as Et parlé tout Connecté à l'heure. Nature, alors, et Connecté Nature, je vais être honnête, je suis pas abonné, mais je sais que c'est quelqu'un que j'ai été amené à discuter avec lui, qui est très sympathique. Mais voilà, il y a des chaînes comme ça, qui sont sympas. Il faut se méfier aussi, moi c'est ce que je dis dans mes vidéos, se méfier des experts. Sur internet, quand il y a quelqu'un qui te parle, finalement, tu sais pas trop qui c'est. Est-ce qu'il a quelque chose à vendre? Est-ce qu'il est vraiment sincère? Est-ce qu'il est là pour, rameuter quelque chose? Ou il faut faire très attention, parce qu'il y a aussi, on peut d'ailleurs, je pense qu'on en parlera ensuite, des sectes qui traînent autour Oui, de tout ça, des je viens de phénomènes un trouver la peu question. un peu bizarres et obscurs. Il faut être très méfiant. Il faut trouver quelqu'un qui a les pieds sur terre, mais ça après c'est ton jugement qui va le faire. Peut-être tu vas tomber fan d'un gars qui est, toi, tu te poses des questions, tu dis: «Tiens, le survivalisme et tout», puis tu vas tomber sur un mec qui a des armes dans tous les sens et tout, tu vas dire: «Ah ben c'est ça dont j'ai besoin, j'identifie mon besoin avec ce mec-là». Et tu vas tomber Mmh. sur, par exemple, La Vilaine Mère, si tu la connais pas, tu iras voir par curiosité, tu verras, c'est une nana, elle est sympa, c'est une bonne copine et tout, tu vois? C'est vraiment
la copine à qui tu fais le bisou, elle va te faire un café chez elle et tout. Et ben la vilaine mémère, elle est vachement prête, mais ça, tu le sais pas. Et puis pourtant, elle est pas dangereuse. Elle est pas dangereuse tant que tu l'embêtes pas. Et puis, Mmh. je conseillerais plus à quelqu'un d'aller voir la vilaine exemple que ou Collapsoland. Collapsoland que je connais personnellement en plus, Collapsoland avec qui est d'ailleurs, modératrice sur le canal Telegram, qui est vraiment une nana toute seule, une petite nana toute seule et qui fait des choses qu'un homme ne fait pas, tu vois? Et ben cette fille-là, pour te motiver, bah, tu peux compter sur elle et tu vois que c'est possible. C'est des gens qui relèvent des défis au quotidien, ça. Donc, c'est ces gens-là qu'il faut aller voir, je pense. Je viens de m'abonner sous tes conseils aux 2 Ah chaînes. ben, je te garantis, tu verras, Et c'est non, du j'ai c'est oublié, du bref, bon. l'effondrement. Hop et je m'abonnerai également à Collapso celui que tu ne connais pas, j'irai voir. Après, Ah oui, je vous bah, il faudra garantis que pas que je mea culpa, va falloir que je m'abonne. Mais en fait, je vais être honnête avec toi, je me suis désabonné de beaucoup de monde de cette mouvance parce que pour ne pas être parasité, moi, dans mon cheminement personnel. C'est un peu volontaire aussi. mmh. Ou alors, en cherchant sur internet, on tombe sur Steven Vivaliste, Stéphane Vivaliste à la française, qui nous présente son royaume et puisque tu nous parlais de dérives sectaires, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce personnage. J'avais Aïe, donné aïe, à aïe. Romezzo, à la modération, le lien de la chaîne parce qu'on parle de lui, donc on va quand même faire un petit peu de pub pour lui, en vous disant: «Attention, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce personnage?» Alors écoute, je peux pas être affirmatif, il y a de la présomption d'innocence qui entre en jeu, hein, on est dans un état de droit, mais je pense que c'est un garçon alors déjà voilà, c'est un garçon qui ne montre rien. C'est-à-dire il est posté sur son voilà, comme là, et puis il va te faire des leçons, il va te dire que lui, il est prêt, qu'il sait, qu'il connaît tout, patati patata. Ceci étant, tu le vois jamais de terre sur ses mains, tu le vois jamais avec un outil dans la main, jamais rien. Donc déjà, Mmh. tiens, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le survivalisme, méfiez-vous des gens qui parlent beaucoup, mais qui ne font rien. Il y en a énormément, il y en a énormément. Il y a des théoriciens comme par exemple Bref l'effondrement, c'est quelqu'un qui théorise beaucoup et qui amène du contenu, de la réflexion. Il y a des gens qui font, c'est-à-dire que eux, tu vas les voir en train de travailler. Regarde, la vilaine mémère, par exemple, tu la vois dans son jardin, elle fait ses boutures, elle travaille, patati patata. Et tu as des gens comme ça qui sont là, qui se présentent à toi de façon très aseptisée. C'est un cadre, il a un décor derrière lui, c'est toujours la même étagère avec toujours les mêmes produits de survie. Et il va te alors tu vois, ça c'est vrai, je pense qu'il y a vraiment un discours qui fait ce gars-là. Mmh. Et il te vend l'idée que, demain ça va être la fin de l'État. L'État va s'effondrer. Plus ou moins sur le constat, on est plus ou moins d'accord lui et moi. Effectivement, l'État n'est pas assez costaud. Si demain il devait y avoir un cataclysme, surtout qu'il soit social ou autre, donc tout ça comme un château de cartes, drang, ça s'effondrera et à ce moment-là, il faudra trouver refuge. Alors trouver refuge, soit chez toi si tu as été prévoyant pour préparer un après, soit chez lui justement les gens qui n'ont pas pu se préparer vont aller chez Stéphane Vivaliste dans son royaume. Alors, son royaume dans Mmh. lequel bien évidemment il y aura une hiérarchie et tout en haut de la pyramide il y aura notre cher Stéphane qui aura la main mise sur beaucoup de choses, sur les choses que tu auras ramenées toi-même, ta, ta propriété qui deviendra la sienne, ton épouse qui deviendra la sienne, et puis tout le tralala. Donc, on est vraiment là, quand on s'intéresse au phénomène sectaire, je veux dire de façon académique, on est typiquement dans les prémices Il y a le d'une champ base. lexical, il y a le champ lexical. On est totalement dans le narratif de la secte, Mmh. totalement. Et Un tu vois, royaume qui est accessible après rémunération d'ailleurs, il faut payer pour après accéder à ce paiement. royaume. Et oui, et puis il faut pas payer au moment de l'effondrement. Il faut avoir un arriéré de paiement, un historique de paiement pour pouvoir prétendre le jour où prétendre, à sa place au royaume. Voilà. Donc on est totalement dans ce truc-là, quoi. Enfin, je veux dire, si la Mivilude devait s'intéresser à ce personnage, ce que je pense que c'est le cas, heu,
ça tiendrait pas, ça pourrait pas tenir, quoi. Ça pourrait pas Mmh. tenir un truc comme ça. Enfin, je pense que tu as été voir par curiosité. Oui, oui, j'ai regardé, déjà Il y a rien il que y les a titres sont assez parleurs, puis après j'ai regardé un petit peu ses vidéos et comme tu Ouais, dis, ouais. c'est Mais ne c'est serait-ce quelqu'un tu qui a sais, un avis sur tout, hein, il a un avis sur tout et il y a le langage corporel qui va avec, il y a le tout le des postures, la très spécial. psychologie comportementale et tout. Quand tu es un peu aguerri à ce genre de choses-là, ça te saute aux yeux, quoi. Mmh. Ça te saute aux yeux. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est faites attention et Ouais. encore une fois, utilisez les outils de l'esprit critique. C'est aussi pour ça que la chaîne Mister Talk Show est faite pour ça, pour vous expliquer un peu tout ça et quand on cherche des informations sur le survivalisme, d'ailleurs Jess et Franck qui m'ont prêté le livre sur l'effondrement me l'ont dit également. Ils m'ont dit: «Attention Lazare, sujet délicat parce qu'en fait, les gens peuvent se renseigner et tomber sur des timbrés et sur des dérives sectaires. Donc Totalement. faites attention, renseignez-vous bien, mais bon, ça, je pense que l'émission vous a plusieurs fois appris comment faire, j'espère. Hem ne faites comme d'habitude, hein, ne prenez pas tout pour argent comptant, vérifiez, cherchez les sources, posez des questions, hein, très intéressant de poser des questions pour connaître un petit peu l'avis de ces personnes-là sur certains, sujets et et voilà et bien, je Là où vais c'est en intéressant, je me permets 2 secondes, là où c'est intéressant, tu vois? La chaîne, c'est vraiment, moi qui suis dessus et il y a que moi qui parle. Ceci étant, le canal Telegram Les Survivalistes Français, tu as tout plein de gens différents. Tout à l'heure, je t'en parlais, des gens de tous les pays de la francophonie, et tu as des papas, des mamans, des papis, des mamies, et ça, c'est vraiment, si je devais donner un conseil, ce serait de de choses-là, ou de forums un petit peu, tout ça. Des trucs un peu dépersonnalisés où tu as pas un leader comme moi sur ma chaîne. Bon, je suis un peu le leader, que tu le veuilles ou non, quoi, parce que c'est moi qui me mets en scène. Mais sur des groupes comme ça où tu as un petit peu tout le monde, où tout le monde peut prendre la parole, il y a une modération qui est modérée, et tout le monde peut prendre la parole, et où tu peux prendre un peu de l'avis d'à droite, à gauche, et te faire toi-même ta propre idée. C'est ce genre de petites choses-là peut-être qui est plus intéressante. Et je vois que, Redbird, Survivalist nous parle des Davidiens à Waco, Texas. Donc je Ah rappelle oui, Waco, Texas, ce lieu, où il y a eu un accident énorme quand les policiers ont voulu investir le lieu parce qu'en fait, il y avait une dérive sectaire, là, il y avait un culte sectaire dans ce lieu-là et quand ils ont voulu investir le lieu, ils ont mis le feu. En fait, le gourou a décidé de mettre le feu. David Koresh. Il y a eu beaucoup de morts, il me semble qu'il y a eu dans les 200 Quarantaine de morts. morts. Non, 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 Ah une une quarantaine de quarantaine? morts, Ah ouais, je une pensais quarantaine. plus. Je sais pas pourquoi dans mes souvenirs Non, non. j'avais là, c'est vraiment de mémoire et d'ailleurs, Waco, Texas, qui a inspiré une map dans mon jeu préféré, de tous les temps qui s'appelle Rainbow Six Siege, et il y a une map qui se passe à Waco et c'est très intéressant comment Ubisoft a mis des petits éléments de dérive sectaire dans cette map et que si tu veux que la plupart des joueurs n'ont pas du tout connaissance de ce qui se joue en fait, de ce qu'ils sont en train de regarder mais quand on connaît un petit peu le dossier, on voit que Ubisoft a mis plein de petits éléments, des affiches, des posters, des objets. Ah, Hem et en fait, cette map est inspirée du lieu de Waco. Heu, d'accord. très bonne référence et et bien voilà, on arrive bientôt au terme de cette émission et je vais finalement te poser la question de Bref, l'effondrement, qui te demandait: «Est-ce que tu as 3 livres à conseiller aux gens? Ce seraient lesquels?» Même si je pense avoir entendu déjà la réponse quelque part. Alors, beh, je vais redire, il y en a peut-être un que je vais occulter, parce que, alors, 3 livres? Heu, L'occulte pas, on pourra dire, Ouais. on en Alors, parlera un petit peu. Je pour comprends les pourquoi tu veux l'occulter. ouais, ouais, Attention, il y en beh, a un qui est très, 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 très polémique. et pourtant, mon Dieu, pourtant. Ben, il y a ce fameux livre, oui, je pense que tu as dû écouter une émission. Oui. Pour les enfants, mais également pour les adultes, il y a L'or bleu. L'or bleu, qui est un livre absolument magnifique que j'ai lu au CM2, parce à l'époque, quand on était gamin, à l'école, on lisait énormément. Moi, pendant cette année scolaire-là, j'avais lu une multitude de livres de Pagnol, de tout ça là. J'avais lu L'or bleu, et c'est un livre qui m'avait beaucoup occupé l'esprit, que je me suis racheté il y a quelques années de ça.
C'est l'histoire d'un petit garçon, dans un futur, lointain. La terre est totalement, comment on appelle? Sans vie. Il y a plus d'eau, il y a plus rien. Donc les hommes ont dû quitter la terre, qui est une lune, qui est devenue une lune, pour aller vivre dans des colonies spatiales. Et un jour, ce petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il revient sur terre en colonie de vacances et il découvre la terre-mère, la terre de sa civilisation, de la race humaine, quoi, qui est censée le porter, qui est théoriquement censé porter la vie. Et il voit la terre abîmée et il est confronté au fait que le peu d'eau qui peut éventuellement rester sur terre est la propriété de grands magnats et qui est utilisée, patati patata. Enfin, c'est une très belle histoire et c'est une histoire qui sensibilise à l'époque. Quand je te parle de ça, je crois que je l'ai lu tu vois, je crois que j'ai lu en 86 ou en 87. Les questions d'écologie étaient présentes, mais pas comme maintenant, tu vois? C'était pas quelque chose de si présent dans le quotidien des gens. Et pourtant, déjà à l'époque, on avait cette forme d'alerte sur l'écologie. Et je trouve que c'est un très beau livre qui peut encore sensibiliser les gens qui en auraient besoin, éventuellement. Sans prisme politique ni rien du tout, c'est vraiment l'amour de la terre, quoi. L'amour de la terre. Et ça fait prendre conscience surtout que l'eau, c'est la vie. Voilà. Mmh. Ensuite, un deuxième livre. Enfin, de toute façon, les deux prochains livres dont je vais parler ils vont être un peu polémiques, hein. Ça va faire des commentaires, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Alors c'est, ah mon Dieu, c'est, Le Camp des Saints de Jean Raspail. Alors je sais plus quand je crois qu'il est sorti en 1971 de mémoire, hein, parce que là, c'est vraiment là, j'ai fait appel à ma mémoire, hein. Je crois qu'il est sorti en 1971. C'est un roman d'anticipation. C'est pas un essai politique, ni un manifeste ou quoi que ce soit. C'est un roman d'anticipation, hein, comme Star Wars et tout ça, sauf que vous allez vous rendre compte qu'il a des comment on appelle? Des choses qui se sont produites. En fait, c'est l'envahissement de l'Europe par, les peuples du Sud qui remontent par l'Afrique du Nord et qui envahissent l'Europe et qui grignotent petit à petit, l'Europe jusqu'à la cannibaliser en quelque sorte, hein. J'essaye de résumer au maximum, hein. En fait, la plus grande partie du livre, c'est l'Europe qui se prépare à accueillir ces gens-là. Alors, il y a un dilemme qui se pose, il y a des tensions qui se posent. Est-ce qu'on les accueille? Est-ce qu'on les repousse? Si on les accueille, on risque d'en payer les frais. Si on les repousse, c'est absolument inhumain, on ne peut pas se le permettre. Deux forces s'affrontent. Il arrive, que ces gens-là arrivent sur les côtes du sud de la France et commencent à remonter. Et on suit, en définitive, on est en train de suivre, la remontée de ces gens-là vers le nord de l'Europe. C'est le livre. Ça, c'est un livre que j'ai lu. Alors, je sais plus quand je l'ai lu, ce bouquin-là. Mais toujours est-il que quand en 2015 les événements sont apparus, je me suis dit: «Mais non, mais on est en train de vivre le bouquin là, le bouquin que j'avais lu de Jean Raspail et tout, c'est exactement ce qu'on est en train de lire». Et là, tu te dis: «Oh, il y a un problème là, je suis en train de vivre ce que j'ai lu dans le livre la dernière fois». Donc il y a un problème un peu cognitif, tu vois? Tu te dis: «Je suis en train c'est vrai ou c'est pas vrai?» Mmh. Donc voilà le deuxième livre. C'est un livre qui a été polémique à la suite des événements qu'on a connus en 2015. Ceci étant, jusqu'aux événements qu'on a connus, c'était un livre lambda, un roman, heu, normal, voilà, C'est une comme, fiction de toute façon, on est d'accord? c'était une fiction. Ça a Mmh. été politisé, ça a été instrumentalisé et tout, parce qu'il y a des gens, si tu veux, forcément, qui se sont saisis de cette histoire-là pour justifier, pour dire: «Regardez, c'était écrit, voyez-vous qu'on vous avait prévenu depuis tant d'années». Ça a été instrumentalisé politiquement, alors que le pauvre Jean Raspail, quand il a écrit son bouquin, il en avait rien à faire lui, toutes ces histoires-là. Il a écrit un livre, et puis voilà quoi. Donc pauvre garçon. Et ensuite, donc un livre qui me tient beaucoup à cœur, mais bon, c'est, ah mon Dieu, le La la société, société industrielle, et son avenir, je crois, et c'est son ça, oui, et son avenir de, de Théodore aide-moi, Karzin de Kaczyn Théodore Kaczynski, exactement. Alors là, c'est vraiment mon livre de chevet. C'est un livre que j'aime beaucoup. Je aïe, aïe, sais aïe. pas, j'adore le personnage, pas pour ce qu'il a fait, attention, hein, mais pour ce qu'il a réussi à théoriser,
La manière dont il a fait la publicité, évidemment, c'est affreux parce que bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, moi C'était un après terroriste, hein. Je rappelle que c'était Théodore Kaczynski était un terroriste, écoterroriste, là, il porte vraiment bien son nom, mmh, mmh mh. qui a fait péter des bombes dans des avions. Il a fait péter des bombes dans plein d'endroits. Je vois qu'Ormezzo a mis le lien de Des colis Wikipédia. piégés et tout. Mmh. Voilà et le bouquin qui a été, beaucoup repris par l'extrême droite d'ailleurs, justement. Ah alors ça, je sais pas, parce que c'est possible, je dis C'est ce qu'ils disent dans le Wikipédia. Mmh. ah ouais, bah, enfin, méfions-nous quand même de Wikipédia parce Oui, que oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mmh. Wikipédia, tu sais, c'est pas neutre non plus. Je suis en train de chercher quelque chose vite fait dans mon téléphone parce que je sais qu'il y a ah voilà, tiens, je l'ai trouvé. Voilà, après je te il y a une série qui a été faite sur, Théodore Kaczynski qui est absolument formidable et qui mérite d'être vue. Oui, alors Théodore Kaczynski, il a théorisé dans un manifeste politique. Alors il y a je vais pas raconter son histoire parce que c'est assez long et assez compliqué, mais c'est un homme, c'est un survivaliste déjà, on peut dire que c'est un survivaliste, qui a vécu en ermite, qui s'est retiré de la société, qui ne croyait plus en l'homme tel qu'il était et tel qu'on essayait de le façonner avec la comment on appelle? La la modernité, hein, tout ça, la modernité et tout. Il s'est dit qu'on parle de transhumanisme, de choses comme ça, de perte d'identité, de perte de repères, de choses comme ça et lui, il ne voulait pas ça. Il avait ça en détestation et la seule chose que lui, il a trouvé malheureusement, bah, pour propager ses idées effectivement, c'est d'en venir à des horreurs, piéger des colis, piéger des lettres explosives, des choses comme ça. Bon, ben, ça l'a totalement il a été emprisonné, il est mort en prison d'ailleurs, hein, et je crois qu'il a été arrêté en 1914 et il est mort il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. En 2023, ouais. Mmh. Ouais, d'accord, donc tu Il me vois, il est mort semble. il y a pas Je si vais longtemps que vérifier. ça qu'il est décédé. Oui, en Ceci étant, 2023, le 10 juin. Mmh. tout ce qu'il a théorisé, tout ce qu'il a je parle pour moi là, hein, tout ce qu'il a théorisé, tout ce qui enfin pas tout non plus, mais allez, on va dire 90 des choses qu'il met en avant dans son ouvrage, et beh, c'est des choses dans lesquelles moi je me retrouve. Cette aspiration à la liberté, de redevenir, proche de la nature, de redevenir un humain vivant. Voilà, vivant avec Mmh. le vivant. Tu vois? Des choses comme ça, ben, pour faire très vite, c'est là-dessus que moi je me retrouve et je souhaiterais vous conseiller une série qui s'appelle Manhunt, Una Bomber puisque c'était son surnom, que le FBI lui avait trouvé, le Una Bomber. Manhunt, Una Bomber, c'est une petite, série vidéo, tu sais comme on fait maintenant un peu sur Netflix là, je crois qu'il y a Oui. 8, 10 ou 8 épisodes qui Mmh. retrace sa vie, mais alors là où c'est intéressant, c'est ça que j'ai trouvé formidable, c'est qu'il n'y a pas de biais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es pas du côté de Mmh. la police, tu es pas du côté de comment on appelle? De Théodore Kaczynski. Tu es relativement neutre, tu regardes ça et c'est à toi un petit peu de te faire ton idée et je trouve que c'est très intéressant. C'est très rare de nos jours de pas avoir de biais dans les choses qu'on nous présente. Mmh. Donc voilà les 3 livres, que j'ai lus, Manhunt, je rappelle, parce que la chasse à l'homme, hein, il était en cavale voilà. pendant de nombreuses années. Ah oui. Mmh mh. Eh bien, on arrive au terme de cette émission, Touko. Est-ce que tu voudrais bien, faire un petit mot de la fin, avant de se quitter? Ben écoutez, j'espère que je vous ai un petit peu désangoissé avec le survivalisme, hein. On est parti je crois qu'on a vraiment couvert un gros spectre, hein, de choses, hein. On a été loin, dans le peu de temps qui nous est imparti, mais finalement c'était suffisant. Bah, écoutez, si vous voulez en savoir plus, moi je vous invite à rejoindre le canal Telegram des survivalistes français. Vous verrez, c'est honnêtement, là je dis pas ça parce que c'est mon bébé, hein, mais c'est le canal qui parle de survivalisme le plus cool Mmh. qui existe. Il y a pas d'histoire, il y a pas de facho, il y a pas de rien du tout. On est des gens équilibrés, sympathiques, accueillants, c'est, tranquillou. Je souhaite évidemment, remercier tous les gens qui ont pris part dans le chat. Je rappelle encore une fois, s'il fallait le répéter, que je ne le vois pas, donc je vous lirai après. Donc je vous fais un coucou à tous et puis merci aux nouveaux qui sont là, qui se sont intéressés, qui ont pris le temps de m'écouter un petit peu présenter, beh, ce qui occupe une grosse partie de ma vie, mais pas la totalité de ma vie non plus. Voilà. Bien, moi, je voudrais te remercier, Touko, vraiment très intéressant de t'écouter et effectivement, comme tu l'as dit, tu as un petit peu dédramatisé, même si je le rappelle, n'oubliez pas qu'il y a de la dérive dans certaines sphères de survivalisme. Méfiez-vous, faites Ouais. attention. Si tu me donnes, le lien de ton canal Telegram, je le mettrai en description.
Donc vous aurez en description et puis je le mettrai en commentaire aussi, comme ça il sera facile à trouver. Hem Et voilà, je voudrais te remercier. J'ai passé un très bon moment et ça valait le coup finalement de programmer cette émission plus d'1 an à Oh l'avance. là! Ça, c'est de la préparation là. Là, tu vois, on est Ça des là, il y a pétards. de la préparation et surtout qu'il faut dire qu'à la base, moi, je suis un spectateur, un abonné de ta chaîne, hein. Je suis, Oui. normal, quoi, je veux dire. Puis on est venu à discuter un petit peu, sur le Discord. C'est comme ça qu'on s'est mis d'accord sur ça, mais ouais, 1 an à l'avance quand même. Ça, c'est de la préparation. Je pense que ça, c'est le mot de la fin, ça. Quelle prévoyance! Je voudrais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées et toutes les personnes qui ont participé dans le chat, toutes les personnes qui sont devenues membres, toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee. Merci à vous. C'est grâce à vous que j'ai pu changer les pièces de mon ordinateur et bientôt je vais pouvoir avoir la fibre et c'est aussi grâce à vous parce que je vais pouvoir l'assumer financièrement. Là, j'entends, j'ai des problèmes techniques pour avoir la fibre, mais ça va arriver bientôt, normalement, j'espère d'ici 1 mois, si tout va bien. Donc voilà. Je vous retrouve sur Discord comme d'habitude. Je vais me connecter dans le salon vocal et discuter avec vous après avoir fait une petite pause pour ceux qui veulent continuer la soirée. Et vous avez le lien Discord en description et c'est pas dur à trouver, vous avez le lien Discord partout et je voudrais vous dire la semaine prochaine, donc on va pouvoir faire l'émission avec Vivien. D'ailleurs, je remercie Inata beaucoup pour ça, parce que ça va être une émission un petit peu plus longue. D'ailleurs, je vais voir si ça pourrait pas être peut-être judicieux de commencer un petit peu plus tôt, parce qu'en fait, c'est une émission qui va être très longue parce que la vidéo de Vivien fait déjà 1 h 20 et si on veut pouvoir en discuter après, ça risque d'être long. Donc, je vais voir avec lui si on peut peut-être commencer à 8 h. En tout cas, ne vous inquiétez pas, si jamais il y a un changement dans l'horaire, j'annoncerai partout le changement. Et voilà, merci à la modération. J'ai vu que tout le monde était là ce soir et merci Nata également pour la régie. Eh bien, je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de soirée et une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Salut!